Bonsoir à tous les 2. Mathieu, Georges, vous m'entendez? Oui, Bonsoir bonsoir. Anthony. Ah bah, super. Alors, est-ce que du côté des auditeurs eh ben oui. Alors, vous êtes 1300 inscrits, juste pour, je l'ai pas dit à Mathieu, j'ai eu l'occasion de le dire à Georges tout à l'heure, mais Mathieu, c'est la surprise, donc tu vois? Ça fait une belle salle de conférence, ça. C'est beau. Ça fait une très, très belle salle de conférence, effectivement. Vous êtes déjà là 125 à vous, connecter, 138. Quentin, je vois, bon, il y en a Florentin, Aude, Benjamin, Thomas, Annie, Julien, etc. Bon, on va pas saluer tout le monde parce que forcément, ça ferait beaucoup de personnes. Merci à tous de vous être inscrits puisqu'en fait, on a aussi lancé l'inscription tardivement. C'était juste hier matin. Donc, incroyable, 222 personnes là connectées. Donc, voilà, ça va rentrer tranquillement. Et puis avec toi Mathieu, qui a été notre invité de dernière minute. Donc un grand merci à toi d'être là parce que je sais que tu as un emploi du temps plus que chargé aussi en ce moment et tu rentrais juste là de voyage avant de repartir, ou tu es peut-être déjà arrivé d'ailleurs à Annecy, je sais plus trop. Je sais plus trop où tu es là en ce moment. Mais... Pas encore. J'ai un transfert entre la Bretagne et Annecy, effectivement, pour une course de trail là-bas ce week-end. Et là, je suis chez moi, le temps de changer les affaires de valise, les affaires dans la valise. Ok. Bon, en tout cas, le temps de prendre des gels énergétiques, c'est ça pour, Exactement. en tout cas, Beaucoup. merci de, voilà, de venir comme ça sur la dernière minute, c'est très sympa. Et merci Georges d'être là aussi. Donc Avec plaisir, plaisir. on a discuté il y a un petit mois à peu près, je pense. Oui. Et puis naturellement, on est arrivé à parler de cette notion d'apport glucidique en grande quantité au cours de l'effort, avec une sorte de course à celui qui en consommera le plus. On en est aujourd'hui parfois à des recommandations à 130, 150 grammes même de glucides par heure. Donc, la question qu'on se pose un petit peu par rapport à ça, c'est quelle peut être l'incidence potentielle sur la santé à long terme, sur les performances. On va discuter un petit peu de tout ça. Et Georges, on va parler aussi un petit peu de génomique, parce que tu es un des pionniers à aborder, à avoir abordé en fait cette notion. Et puis on disait tout à l'heure en off par rapport aussi à l'intestin, où ton livre, tu disais, date d'un quart de siècle, c'est ça? Oui, il est là, oui. Voilà. Il y a, il y a aussi il y a aussi des bons livres là, hein. Il n'y a Ouais, pas je les que connais. ceux-là. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter parce que j'ai reçu ton livre, donc je mange selon mes génotypes. Je vous dis pas ce que j'en pense parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, pardon, mais je connais ton approche et je suis plus que convaincu. Donc, je vous conseille, si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur la génomique, même si on va parler un petit peu, d'explorer ça à travers ton livre, Georges. En tout cas, merci Merci. d'être présent. Tu as beaucoup travaillé dans l'approche nutrition sportive, notamment avec des cyclistes, hein, tu m'indiquais. Oui, oui, oui. J'ai fait 15 ans de médecine du sport exclusive au siècle dernier. Donc là, j'ai découvert essentiellement l'importance de l'intestin. C'était, si on résume en une phrase, 15 ans dont beaucoup d'athlétisme au début, puis beaucoup de cyclisme à la fin, les deux évidemment ensemble, un peu de triathlon, natation, etc., les sports individuels. Et la conclusion de ces 15 ans, ben, c'est quand l'intestin va, tout va. Mm. Chez ces sportifs, et puis ben, ça s'applique à monsieur tout le monde, mais aujourd'hui on est un peu dans le domaine sportif, je crois, et donc c'est très important, et on va pouvoir un peu détailler ça avec quelques points où il faut se braquer pour détecter des faiblesses ou des sensibilités qui sont intéressantes à connaître pour en tenir compte et pour les contrer. Mm. Tout à fait. Et c'est là où le croisement en fait de ces deux disciplines, qu'est la nutrition sportive et la génomique, est intéressante par rapport à cette question de fond sur la tolérance aux glucides sur du long terme, à l'effort, à quelle quantité, etc. Donc on va aborder ce sujet. Je vois que tout le monde arrive, vous êtes 310 connectés au fur et à mesure. Alors, vous avez été, encore une fois, je le redis pour ceux qui arrivent entre-temps, mais vous êtes plus de 1300 inscrits. Donc, on a eu énormément de questions. Donc,
par avance, je m'excuse, on n'aura forcément pas le temps de tout aborder. On s'est donné à peu près 1 heure et demie. Mathieu, tu devras nous quitter un petit peu avant, Ouais, hein, quand tu veux. 21 h max. Ouais. Voilà, donc tu géreras par rapport à ça, mais c'est vrai que le temps d'échange plus quelques questions, voilà, ça va vite nous amener à 1 heure et demie. Donc, nous en voulez pas si on ne pourra pas répondre à tout. Vous aviez beaucoup de questions sur la nutrition du sport de manière générale, sur l'alimentation avant, après, l'alimentation, la nutrition et de la femme, par exemple, aussi. Tout ça, c'est des notions qu'on n'abordera pas ce soir, non pas qu'on ne le veuille pas, mais on a vraiment ciblé sur la notion des apports glucidiques à l'effort, et notamment en grande quantité, et de cette notion de génomique. Donc, on va cibler. Déjà, il y a énormément de questions sur ce sujet. On va les prioriser. Dans le chat, voilà, je vois que vous êtes nombreux à réagir déjà. Bonsoir à tous, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Et puis, on essaiera d'y répondre au mieux, de croiser peut-être des réponses, des questions qui se ressemblent. Et puis, merci à Camille qui est encore là, comme à chaque fois, pour toute la logistique en back-office. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par toi, Mathieu. Ton regard d'athlète, d'ultra-trailer sur cette logique un petit peu de course à la surenchère glucidique. Alors, je ne t'ai pas présenté parce que je pense qu'on n'a plus besoin de te présenter. Tu es un des meilleurs trailers et en tout cas, nous, on se connaît depuis longtemps. Et j'ai toujours été très impressionné par ta capacité d'analyse et ta finesse d'analyse en fait sur les différents sujets que tu peux aborder autour de la performance, dont la nutrition. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant ce soir, c'est que tu peux apporter ton partage, ton retour d'expérience, mais aussi avec une vision scientifique, parce que tu me l'as dit et tu lis, tu t'intéresses en fait à la littérature scientifique, notamment sur ce sujet, parce que c'est celui qu'on évoque souvent ensemble. Donc, tu as quand même un regard et de pratiquant et de lecteur averti. Tu es aussi dans un environnement où finalement, mais il y a des pratiques qui peuvent être très différentes, parfois extrêmes dans un sens ou dans un autre. Donc, je suis vraiment très content que tu puisses nous apporter un petit peu ton regard sur tout ça. Je te laisse la parole. Oui, avec plaisir. Merci pour cet échange aujourd'hui, Anthony. Ça va être passionnant. Effectivement, tu l'as dit, je suis tout simplement, moi, passionné d'optimisation du potentiel humain sous toutes ses formes, psychologique, physique. Bon, là, on va s'attarder sur la partie physique. Et un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui mange bien. J'ai eu une époque où j'ai été aussi un ingénieur pendant plusieurs années, donc c'est sûr que j'ai des réflexes lecture de sciences, analyse, vulgarisation que j'ai gardé. Et comme tu sais, on a collaboré ensemble avec des organisations comme la Clinique du Coureur, qui sont très evidence-based practice, donc qui se basent sur la science pour ensuite partager l'information au plus grand nombre. Donc, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de mon processus lorsque j'étudie un sujet. Et ce qui est intéressant avec mon profil, c'est que j'aime beaucoup l'expérience aussi. Ça veut dire que même si une étude va dire rouge, je vais tester bleu à l'entraînement. J'aime beaucoup l'essai-erreur. Je suis athlète professionnel, ce qui me laisse beaucoup, beaucoup de temps dehors pour faire multiples tests. Et donc, voilà, c'est comme ça aussi que j'aborde mon sport. Ce soir, je veux parler seulement avec ma casquette d'athlète professionnel d'ultra trail pour partager mon expérience liée à la consommation des glucides. Et même si j'ai une casquette aussi de scientifique, mais je préfère vous la laisser. D'autant plus que, en toute transparence, moi, j'ai des partenariats avec des marques de nutrition. Donc, j'ai un biais et donc, je veux rester transparent avec ça et ne pas prendre la casquette de scientifique qui, lui, doit rester totalement neutre dans ce genre de sujet. Oui, donc, mais ça n'empêche pas ta connaissance du sujet et exactement. ton analyse. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Exactement. Alors, depuis quelques temps, alors, il faut savoir que l'ultra trail, il reste quand même l'ultra endurance d'un point de vue général, reste un sport assez nouveau à l'échelle de l'histoire du sport. Hein. Quand je parle d'ultra, moi, je parle d'efforts de plus de 10 heures. Pour moi, une balade en montagne de trail, rando de 4 heures ou une sortie de vélo de 5 heures, je suis pas dans la notion d'ultra. La notion d'ultra, c'est vraiment quand
il y a d'autres choses à gérer que le simple effort physique. La nuit, la douleur, le froid, les problèmes gastriques, la nutrition. Et c'est là qu'on rentre dans cette dimension d'ultra. Donc pour moi, c'est plus une notion de temps que de distance. Et c'est vrai que depuis quelques mois, petites années, on parle de plus en plus de consommation très grande de glucides à l'effort pour répondre à la demande. Et c'est souvent quelque chose qui est issu finalement du monde du cyclisme, qui sont souvent les précurseurs puisqu'ils ont les meilleurs sport scientists, docteurs, scientifiques autour d'eux et donc sont les premiers à tester les nouvelles recommandations scientifiques. Moi, je me pose plusieurs questions par rapport à ce que je teste sur le terrain. Déjà, la première, c'est quoi le maximum qu'on peut consommer et qu'on devrait consommer à l'effort en course? Parce que je vais diviser l'effort en course et l'effort à l'entraînement. Expérience personnelle, j'ai fait un ultra trail du Mont Blanc 2022 où j'ai fait peut-être une des plus grosses perfs de ma vie avec cette compétition avec Kilian Jornet. On a couru sous 20 heures. Et j'ai encore mon fichier Excel que j'ai ressorti sous les yeux. J'avais fait une stratégie avec 40 grammes de glucides par heure. C'est très bien passé, aucun souci gastrique, aucune nausée. Et niveau d'énergie, apparemment bon parce que j'ai réussi ce résultat. Effectivement, j'ai été très influencé après 2022 par toutes les études qu'on peut sortir. Et petit à petit, à l'entraînement, j'ai commencé à monter mes charges de glucides, à comprendre aussi l'importance des ratios glucose, fructose. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans, mais bref, j'ai poussé à l'entraînement et ça m'a amené en 2024 sur la diagonale des fous avec une stratégie à 80 grammes de glucides par heure. Aucun souci gastrique, aucune nausée et un niveau d'énergie. Alors, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que c'est dur de se rappeler, mais j'ai la perception d'avoir eu plus d'énergie en fin de course sur la diagonale des fous que sur l'UTMB 2022. Pourquoi pas continuer dans cette dynamique-là? Et c'est sûr qu'en 2025, cette année, j'ai encore poussé le curseur. Des sorties de vélo, alors j'ai fait le maximum que j'ai fait, c'est 6 heures en vélo à 150 grammes de glucides sur un effort pas extrême, zone 1, zone 2, une endurance confortable. Aucun souci gastrique, aucune nausée. Seule problématique, c'est le poids de tout ce qu'on doit porter sur le vélo. Et j'ai reproduit la même chose en trail, puisqu'en trail, on va avoir d'autres problématiques. Ça veut dire que, par exemple, en montée, on va souvent avoir une intensité plus élevée. On va faire des incursions en zone 3, voire se rapprocher du seuil ventilatoire 2 parfois, même en ultra. Et en descente, on va avoir un rythme cardiaque beaucoup plus bas, donc une intensité beaucoup plus basse. Donc, j'ai envie de dire que l'effort d'intensité est beaucoup plus assuré que sur un vélo ou que sur un marathon où ça va être un effort certes élevé, long, mais plus constant. J'ai fait le test aussi en trail de 6 heures à l'entraînement, 150 grammes de glucides. C'est passé. Je te coupe par rapport à ça parce que je pense que, alors, on doit avoir des personnes hyper averties qui connaissent très bien le sujet et notamment la problématique des apports d'ultra et d'autres personnes qui découvrent peut-être un petit peu. Juste pour situer, tu vois, quand tu parles de 150 grammes de ce que tu as consommé, qu'est-ce que ça représente, j'imagine, en gel ou comment tu t'alimentes à 150 grammes heure, justement? Alors, merci de rappeler ça. On va peut-être remonter aussi encore plus dans le passé avant que je réponde à ta question. Fut une époque, quand j'ai découvert le trail au Québec, j'avais été aussi hyper influencé par l'autre extrême, c'est-à-dire consommer les gras au maximum plutôt que des sucres. Et j'étais monté jusqu'à faire des sorties de trail de 4-6 heures à jeun, sans faire d'hypoglycémie. Donc, ça avait quelque chose aussi en termes d'expérience qui avait été très intéressant. C'est-à-dire que les premières sorties à jeun, au bout d'une heure, je tapais une hypoglycémie. Voilà, un peu, les symptômes sont, on a envie de s'évanouir, quoi. Et jusqu'à pousser. Et au max que je suis allé, je me souviens, entre 4 et 6 heures. Alors, sur un rythme très, très lent, hein, mais à jeun, le matin, et sans prendre aucun glucide. Donc, intéressant aussi comment mon corps avait progressé à l'époque. Je dis bien que j'étais vraiment sur une intensité très, très faible à ces moments-là. Et je rebondis parce que je me rappelais, c'est la première question que tu m'avais posée, justement. C'est que penses-tu des entraînements à jeun sur 4 à 6 heures? Et là, toutes les personnes qui étaient présentes ont regardé avec des yeux énormes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime expérimenter par moi-même pour valider ou contredire ce que je peux lire dans la science. Donc, pour répondre à ta question, 150 grammes, en gros, par rapport aux produits que je consomme, c'est 2 gels par heure
plus une flasque d'eau mélangée avec une poudre. Voilà, donc j'ai réussi à avoir 150 grammes avec ces 3 produits-là. Je mets une alarme sur ma montre aux 20 minutes et toutes les 20 minutes, je consomme un gel, plus j'essaie de rentrer la flasque au complet dans l'heure, ça me fait 150 grammes. Tu es sur un gel de 25 grammes du coup? 25 grammes, exactement. Avec un ratio glucose-fructose, là c'est détaillé, mais 2 pour 1, sachant qu'au-delà d'un certain grammage, il me semble que c'est 90 grammes, il vaut mieux être sur du 1 pour 0,8. Mais bon, Oui. bref, c'est pas idéal le 150 grammes que j'ai fait, je sais, mais c'est passé. Aucun souci à l'entraînement. Récemment, j'ai fait une course, la Snowdonia au Pays de Galles, 100 km, 6000 mètres de dénivelé positif, un effort de 11 heures. Et là, donc, je suis parti sur une stratégie de 100 grammes. Je mets toujours un petit peu moins que ce que je fais à l'entraînement, hein, le petit peu plus, peu moins. Je le fais parfois sur certains sujets. Et je dois avouer que j'ai pas eu des symptômes très graves. Hein. J'ai eu aucun souci gastrique, aucun vomissement, aucune diarrhée, mais un inconfort. Quand ma montre elle sonnait pour prendre le gel, j'avais pas envie de le prendre. J'avais pas envie de le prendre. Et puis voilà, j'étais, je sais pas, sur une énergie qui n'était pas celle que j'aurais imaginée. Et en comparaison de la Diagonale des Fous, là c'est assez proche dans le temps. Je peux affirmer que j'avais plus d'énergie sur la Diagonale des Fous avec 80 grammes que sur la Snowdonia avec 100 grammes. Donc m'est venue finalement cette question-là que j'ai partagée sur les réseaux sociaux récemment mais on va où en fait à l'effort sur une course avec la consommation de glucides. Et surtout, moi, ce qui me dérange et ce que je vois aujourd'hui, c'est l'extrapolation qu'on fait de certaines études qui sont faites, alors même des méta-analyses de centaines d'études. Mais ce que je remarque quand on regarde dans le détail, le diable se cache dans les détails, c'est les échantillons qui sont pris. Souvent, c'est sur vélo, ergocycle, marathon, athlétisme. Mais en fait, quand on regarde un effort de 4, 5, 6 heures versus un effort de plus de 10 heures, on n'est pas dans le même monde. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est peut-on vraiment extrapoler que toutes les études aujourd'hui, qui sont très bien faites par des très grands organismes, à des efforts de plus de 10 heures d'ultra trail, avec des intensités très assurées, et aussi avec des moments où on va avoir des particularités, comme en montée avec des bâtons dans les mains, où on ne peut pas prendre les gels, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est la première question que je me pose, dont j'ai pas la réponse, j'ai pas d'opinion là-dessus. Et la deuxième question que je me pose, et là je vais être plus rapide pour ça, c'est un peu ces gourous que je vois de l'entraînement, des athlètes et d'autres, qui nous racontent, et c'est en partie vrai, qu'il faut entraîner son système digestif à consommer une telle quantité de glucides à l'effort en course. Donc ils disent à l'entraînement il faut faire du gut training, voilà, consommer des glucides à l'entraînement sur un effort moindre par rapport à une course. Ce que je fais et ce que je comprends. Par contre, là où je commence à avoir des limites, c'est où le gut training devient récurrent quasiment à chaque entraînement, voire pire. Je commence à voir des tendances de s'entraîner à consommer des glucides, de s'entraîner entre guillemets à consommer des glucides hors effort. C'est-à-dire dans son canapé, manger des bonbons parce que il semblerait que ça va augmenter la capacité d'oxydation des récepteurs transporteurs de fructose, glucose dans le système. Et là, je m'inquiète. C'est là la question que je me pose, c'est s'entraîner à consommer des glucides. Ok, mais où est la limite? Et je sais qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a deux extrêmes. Le sédentaire, les glucides, c'est son pire ennemi. Et puis, l'ultra sportif, les glucides, c'est son meilleur ami. Et entre les deux, il y a les amateurs qui veulent faire comme les pros, qui vont consommer des quantités de glucides beaucoup plus grandes que ce qu'ils dépensent à l'entraînement pour faire pareil que les pros ou faire pareil que ce que disent des gourous, voire même dans leur canapé. Et là, je commence à me questionner, quoi. Voilà. Et c'est vraiment la question du jour. Combien je dois consommer de glucides à l'effort en course? Combien je dois consommer de glucides à l'effort, à l'entraînement, voire au repos, pour ne pas avoir de problématiques type insulinorésistance, obésité, carie, certaines formes de cancer, problèmes cardiaques aussi. Voilà, donc moi, c'est une question que je vous pose ce soir et peut-être que vous allez pouvoir m'aider aussi à répondre à ça parce que voilà, l'expérience et la science aujourd'hui ne me permettent pas d'y répondre encore.
Eh ben, alors je vais prendre la parole avant Georges, mais au risque de te décevoir de mon côté, je vais pas te donner de recette miracle et te dire s'il faut 82 ou 123 grammes par heure. On va donner des tendances, on va donner des pistes de réflexion et qui sont exactement celles que tu as indiquées. Et je trouve que là, tu touches un sujet hyper important quand tu parles du fait de s'adapter devant le canapé à manger des bonbons, etc. C'est-à-dire qu'on bascule d'une situation aiguë avec un apport de glucides dans un contexte métabolique particulier qui est effectivement l'effort et une captation de glucose qui va faire qu'on ne va pas être dépendant de l'insuline, on ne va pas initier de résistance à l'insuline ou autre, à une situation où on peut légitimement se poser la question de l'impact en fait de ces apports glucidiques chroniques tout au long de la journée, en dehors de la pratique. Et c'est vrai que tu parlais d'obésité par exemple. Naturellement, on va se dire oui, mais un athlète, et a fortiori un ultra-trailer, etc., il va brûler beaucoup de calories, il n'aura pas de problématique de surpoids. Et alors, ça pourrait être le cas, mais on va dire que globalement, c'est pas le cas. Mais ça ne veut pas dire il n'induit pas potentiellement des dysfonctions liées à un apport glucidique qui serait trop important. Et ce dogme des glucides, sans dire qu'il est mauvais ou qu'il est bon, on va essayer d'y répondre un peu plus précisément, bien sûr, ce soir. Et on voit qu'il est très ancré historiquement. On parlait avant du régime 421 GPL, du RDS, des apports extrêmement importants. Et c'est vrai qu'on y est revenu pendant quelques temps. Tu parlais du modèle low carb avec tes entraînements à jeun, voire cétogène, etc., pour revoir à nouveau un courant qui majore, mais surtout effectivement à l'effort. Et voilà, donc c'est tout ce dont on va parler un petit peu. Et juste peut-être la dernière question par rapport à ton témoignage, c'est ton rapport aux glucides, justement au quotidien, pour arriver à ces 150 grammes dont tu parlais par heure à l'entraînement, Oui. grammes à l'effort. Comment tu as appréhendé ça, toi, dans tes apports quotidiens? Alors pour le moment, j'ai pas encore fait de m'entraîner extrêmement à consommer des glucides dans mon quotidien. Je consomme des glucides à l'entraînement de manière très raisonnée. Je vais plutôt être sur du 30-40 grammes à l'heure dans la plupart de mes entraînements. Et effectivement, je conserve des entraînements très spécifiques de gut training, plutôt sur les sorties longues, où là, je vais vraiment pousser la charge à plus de 100 grammes pour m'y habituer. Et en général, avant une course, ça va être 4 entraînements comme ça. 3 à 4 entraînements comme ça, où vraiment, je vais partir le matin avec mon sac rempli de gel et de poudre, voilà, et où je vais faire ça. Et après, dans mon quotidien hors effort, non, j'ai pas de consommation de glucides pour m'entraîner à oxyder dans le canapé. Je mange juste des glucides de manière raisonnée au retour d'un entraînement, voilà, pour récupérer un petit peu. Et puis après, bon, j'ai des glucides dans les céréales que je peux manger à midi ou le soir, voilà, mais pas en dehors des repas ou d'un entraînement à l'effort que je qualifierais de raisonné, quoi. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Et je voulais te poser une question, mais c'est pas grave, elle m'a échappé, ça reviendra. Georges, quelle est ton, ton impression un petit peu déjà de cet échange? Mais deux choses. D'abord, j'apprécie beaucoup chez volonté d'expérimenter, d'observer, de tester sur lui et de tenir compte finalement des effets que ça produit, alors que c'est un scientifique. Il a une formation scientifique au départ. Évidemment, je me sens un peu petit dans la comparaison, mais moi, dans ma pratique de clinicien, ça fait quand même 40 ans que je fais des consultations médicales, un peu d'allopathie au début, puis finalement, ça a très vite dérivé vers de la médecine du sport, qui n'est jamais que le que je pratique depuis 25 ans. Mais je fais exactement la même chose. Donc, j'aime bien les études, je les regarde, je suis conscient qu'elles ne sont jamais complètes. Il y a des études qui n'existent pas, notamment il y a des biais évidemment de publication de par les intérêts qui pourraient découler des études. Alors, en plus, il y a des études
tout à fait valables et fiables, d'autres qui sont quand même fortement grevés de conflits d'intérêts. Il faut toujours aller regarder la rubrique Mm. conflit d'intérêts. Donc, les études, c'est très important. J'ai l'impression qu'on est tous les trois sur la même ligne. Il n'y a pas que ça. Ça ne peut pas représenter tout ce que nous prenons en compte pour définir une stratégie. Pour Mathieu, c'est une stratégie d'entraînement et de compétition en course. Et pour nous, Anthony, c'est une stratégie de notre pratique dans le cadre des professionnels de la santé. Donc, ça, je crois que c'est très important. Il y a une tendance moderne, me semble-t-il, à ne plus croire qu'au coaching. Voilà, coaching. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a communiqué justement des posts de Mathieu. C'est comme ça que je voulais parler de lui ce soir. Le problème, c'est que je ne veux pas parler de lui, il est là. Mais c'était ça mon idée. Je vais parler de ses posts. Et cette personne qui m'a, il va se reconnaître d'ailleurs, bien entendu, qui m'a mis ces posts, eh bien, c'est moi qui l'ai fait douter. Il était tellement persuadé de cette prise de glucides énorme parce qu'il me dit que tous les experts, tous les coachs qu'il a consultés, etc., ils lui conseillent systématiquement ces charges hyperglucidiques. Et je crois que ça s'appelle c'est un jogger. C'est un runner assez bon, je crois. Il est très motivé, etc. Mais je veux dire, bon, je ne crois pas qu'il va jamais aller gagner 1 € dans une quelconque course et qui ne sera jamais sponsorisé. Et il est tombé là-dedans. Il prenait glucides, je ne vais pas trop citer de chiffres parce que je vais peut-être me tromper. Et puis finalement, moi, je lui ai dit que ça me paraissait effrayant. Bref, entre-temps, il a divisé par 3. Et il me dit, ben, moi, mes sensations, elles sont tout aussi correctes. Alors, je crois que ces prises glucidiques énormes, ce qu'il faut, ça répond vaguement à la question de Mathieu, ce qu'il faut se poser aussi comme interrogation, c'est qu'est-ce que ça va donner à plus long terme? Parce que c'est bien beau. Hein. Alors, il y a deux manières d'y penser. Il y a évidemment le vrai long terme où tout le monde se rend bien compte qu'après la vie sportive, il y a quand même une vie, hein, qui peut rester sportive, mais qui ne va plus être professionnelle de l'ultra-trail. Donc, il faut quand même un peu préserver ça. Et puis, j'irai même plus loin. Je crois que pour certains, peut-être pas pour tous, c'est là que ça va être intéressant si on dérive vers plus de génomique. Mais pour certains, je crois qu'on va, avec ces pratiques-là, vraiment finir par pourrir l'écosystème intestinal, au sens assez littéral du terme. Et j'ai l'impression que je vois au travers de certaines carrières, notamment en cyclisme, puisque cette nouvelle mode, ce sont des modes, hein, tout ça. Ce sont des modes. D'ailleurs, Anthony, tu as dit, ben oui, à l'époque, hein, cétogène, bon, c'est des modes. Il y a eu la mode cétogène, maintenant il y a la mode hyperglucidique. Donc, c'est comme une pendule ancienne. Hein, le pendule le bat comme ça. Le problème, c'est que ces modes peuvent performer, mais tout le monde ne performe pas. Peut-être qu'une mode convient mieux à certains. La mode suivante convient mieux à d'autres, qui évidemment sont convaincants par leur message de succès. Enfin bon, voilà, c'est toutes les interrogations que je me pose. Enfin, ceci dit, de ce que Mathieu explique, je pense qu'il a en tout cas une flexibilité métabolique assez phénoménale, Ah bah oui. que donc il est plutôt protégé. Mais que, évidemment, si tout le monde veut l'imiter parce que c'est le meilleur ou je crois qu'on peut dire ça pour le moment, oui, mais minute, tout le monde n'est pas Mathieu Blanchard, donc personnalisation. Tiens, d'ailleurs, j'en profite et je regardais rapidement là, les questions dans le chat et puis je resituerai un petit peu le contexte pour tout le monde là, qui nous écoute sur ces notions d'apport glucidique, de quantité, de ratio,
pour bien poser justement un peu le cadre de l'échange. Il y avait une question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu connais ton profil ApoE? On en a Non, parlé déjà. et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a évoqué récemment ensemble quand je te disais, ben, Anthony, j'ai vécu de nombreuses années au Canada. Et comment tu expliques que les Inuits, donc voilà, une communauté autochtone qui vit au nord du Canada sur des sols glacés et qui fut une époque, pendant des milliers d'années, se Mm. nourrissait principalement de phoques et de poissons gras, Mm. comment se fait-il que lorsqu'ils arrivent à Montréal et qu'ils commencent à consommer de la nourriture, je sais pas comment on la qualifie, d'occidentale, ils deviennent tous énormes. Et c'est là que tu m'as parlé de profil ApoE et effectivement, je ne connaissais pas ça. Tu vois, je lis pas toutes les études. C'est en fonction du génome, finalement, on pouvait aussi avoir plus ou moins de capacité d'oxydation des glucides ou de lipides. Et ça, c'est passionnant de savoir qu'on a aussi ça en nous et qu'il faudrait savoir quel profil on est pour adapter nos stratégies nutritionnelles. Ouais, ah ouais, clairement. Et on va parler de ces profils homozygotes, hétérozygotes, ApoE2, 3, E4, pour aussi bien comprendre jusqu'où on peut pousser l'individualisation justement de la recommandation. On verra ça peut-être un peu après, mais pour là aussi bien situer le contexte, effectivement. euh, Depuis le début des années 80, on se pose la question de savoir si l'intestin est adaptable à l'effort, parce qu'on a une capacité d'oxydation et alors bien distinguer la capacité d'oxydation des glucides au sens de la filière énergétique et la capacité d'assimilation au niveau intestinal. Et c'est vrai que jusqu'à peu, on arrivait un peu à je vais pas dire ce consensus, mais ce constat que la plupart des athlètes allaient ingérer entre 40 et 80 grammes par heure de glucides. On dit entre 0,8 et 1,2 g par minute si on est un peu plus précis, avec effectivement cette notion de ratio qui est apparue glucose sur fructose, où là, bah, tu en parlais Mathieu, entre du 2 pour 1, du 1,08, etc. Et on avait regardé, pareil, hein, fin des années 80, début des années 90, l'intérêt du fructose plus dans la logique de la ration d'attente et d'un apport complémentaire au glucose. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait cette barrière à peu près de 30 grammes par heure de capacité maximale d'assimilation, au-delà duquel en fait on avait des risques de diarrhée, d'accélération de transit, etc. Donc on a mis de côté un petit peu le fructose et on a eu des publications 2014-2017 qui sont revenus un petit peu sur ce sujet de l'adaptation potentielle de l'intestin. Et effectivement, d'abord sur des modèles précliniques, murins. Après, on a eu des données au niveau de l'homme, mais sur des échantillons qui sont très faibles. Mais au niveau des mécanismes, ce qu'on a pu constater, c'est que, tu en parlais, des transporteurs, des récepteurs au niveau intestinal. On a effectivement des récepteurs qu'on appelle les SGLT1, qui sont des récepteurs notamment au glucose. Et puis on a les GLUT5 pour le fructose. Et la question était de se dire, ben, finalement, si je stimule davantage ces transporteurs à l'effort par des apports glucidiques plus importants, notamment à l'entraînement, est-ce que je ne vais pas majorer finalement leur capacité d'assimilation et donc avoir une capacité à monter non plus à 60, mais 80, 90, 110, 120, bah, comme tu le disais, après jusqu'à 150, en sachant que, et puis on va en parler après, Georges, à ce niveau-là, hein, il y a bien sûr une problématique majeure au niveau de l'intestin, il y a des variations de débit sanguin, notamment cette ischémie mésentérique, c'est-à-dire une baisse d'irrigation qui peut atteindre jusqu'à 80% de la valeur de repos, associée à la reperfusion après l'arrêt de l'effort. Donc il y a des fragilités au niveau de la muqueuse, on a des fragilités potentielles au niveau du microbiote également, on en reparlera. Donc tout ça, ça n'a pas été analysé, on a juste regardé le côté quantitatif de se dire comment je peux pousser le curseur jusqu'à la capacité maximale. Et puis tu parlais de gut training ou autre, où justement on a aussi cette tendance à conseiller maintenant d'aller consommer un repas et d'aller courir peu de temps après pour courir le ventre plein. Et ça, à la limite, en soi, c'est quelque chose que je partage au sens où on a besoin de stress hormétique tout le temps, d'aller dans des zones en dehors de nos situations de confort, ces fameux stress d'hormèse, hein, hormétique. Et on en parle pour le côté musculaire.
On en parle pour les filières énergétiques, etc. Et l'intestin est aussi concerné, c'est-à-dire que aller proposer à un athlète de consommer 90 ou 100 grammes, 120 grammes par heure de glucides pendant, tu parlais de la diagonale des fous ou de l'UTMB, etc., pendant des dizaines d'heures, alors qu'il a été, il s'est habitué à ne rien manger, à ne quasi rien boire à l'entraînement pendant des mois, des années. Le contraste est énorme. Et donc, le simple fait d'habituer le système digestif à courir avec un bol alimentaire, d'avoir des apports pendant l'effort, ça, c'est un élément, j'ai envie de dire, mécanique qui est tout à fait favorable et qui mérite en fait d'être mis en place. Mais c'est deux choses différentes par rapport à la notion de dire je dois pousser jusqu'à 120, 150. Et vous le disiez sur cette logique d'historique, on a beaucoup parlé aussi des cyclistes. Et tu posais la question, tu vois, Mathieu, par rapport à des efforts de très longue durée. Un cycliste, c'est un sport porté. Il n'a pas la contrainte de choc mécanique qui est liée à la foulée, tout simplement, et à la répétition de la foulée au cours du temps. Cette ischémie mésentérique qui va aussi poser potentiellement de questions. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'extrapolation entre un cadre très précis, quasi expérimental parfois, et la réalité d'un ultra-trailer qui va... Et toi, tu vas faire l'UTMB en une vingtaine d'heures, là où d'autres vont le faire en 2 fois plus de temps. Donc, j'ai envie de dire, tu es peut-être moins concerné qu'un coureur de fin de peloton, parce qu'il a plus de temps, donc il a plus de contraintes aussi au niveau digestif. Donc voilà, c'était juste pour resituer un petit peu cette notion de dire par l'adaptation, et effectivement dans des phases d'entraînement à plusieurs reprises, on va apporter 20 grammes de glucides toutes les 20 minutes, donc pour apporter 20 à 30 grammes pour monter à ces 90 grammes par heure pendant plusieurs semaines, etc., pour adapter ces transporteurs. Mais on est vraiment ici dans une vision court terme. Tu veux rebondir un peu, Georges, justement sur ça un petit peu pour qu'on introduise moi, je voudrais, tant qu'on a la chance d'avoir Mathieu qui est là et qui peut réagir, pour répondre à ces interrogations. Bon, d'abord, il y a pas de réponse prévisible parce que ça va beaucoup dépendre de qui il est, de comment il fonctionne, métabolisme glucidique, métabolisme lipidique, métabolisme protéique si on veut, mais bon, celui-là est plus ou moins facile à cadrer. Génotype, je crois que ce serait évidemment intéressant pour un peu faire des prédictions à moyen terme. Mais il y a aussi un certain nombre de tests qu'on peut répéter régulièrement à partir du moment où il change certaines choses dans sa pratique pour savoir si c'est bien encaissé ou si ça va droit dans le mur. Il pourrait par exemple suivre des choses comme sa perméabilité intestinale avec le LPS binding protein, le LB facile, purement sérique, même pas besoin d'être fait à jeun de perméabilité intestinale. Voilà un test. Une protéine C-réactive ultrasensible pour voir s'il y a un petit peu d'inflammation de bas grade qui se développe, parce qu'en général, ça, c'est lié à une souffrance de l'intestin. Il faudrait monitorer, parce que le problème, c'est que les sensations, et il les maîtrise très bien, c'est déjà quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas. Bon, lui, je crois que si lui ne s'écoute pas, il n'y a personne qui s'écoute. Donc là, on lui donne le bon Dieu sans confession, mais par contre, des effets délétères, ils ne vont pas se manifester tout de suite. Ils vont se manifester quand il sera trop tard, parce que là, il aura un peu abîmé son fonctionnement, notamment digestif. Donc, à partir du moment où il se lance dans des expérimentations aussi, parce que bon, j'ai bien écouté, le Tour du Mont Blanc, 80 grammes la diagonale des fous, maintenant il est au-dessus de 100 grammes. Peut-être que ça lui convient, qu'il est fait pour ça. Il y a peut-être moyen de deviner s'il est fait pour ça ou pas, mais bon, là je m'avance parce qu'on n'en sait trop rien. Il faudrait plus de recul. Mais par contre, si on voit que certains paramètres se détériorent, alors là, attention. Oui, tout à fait. Et c'est bon, on a eu l'occasion d'en parler de la LBP, tu vois, Mathieu. Bah, vas-y, je te laisse, pardon. Non, mais voilà, je rebondis sur ce que dit Georges, c'est exactement ce qui m'inquiète aussi. Et c'était aussi
le sujet de mon poste, voilà, par rapport aux questions que je me posais, donc j'ai pas encore de réponse, c'est la longévité. Parce que comme tu le dis, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est oui, je fais ces tests-là parce que je suis aussi influencé voilà, par ce que je peux voir dans le milieu. Je suis aussi influencé par les cyclistes. Aujourd'hui, on entend à peu près tous les coureurs consomment 150 grammes de glucides par heure sur les étapes du Tour de France. Donc, on se dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais comme tu dis, quels sont les effets délétères à long terme qui pourraient se manifester trop tard et me retrouver avec un système explosé, intestin, et où je suis plus capable voilà, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour moi, évidemment, hein, parce que j'ai beaucoup d'amour pour ma santé, mais aussi pour l'influence que je peux avoir. Comme tu l'as dit, Georges, je suis un athlète qui performe, donc souvent ma communauté m'écoute, et je veux être sûr que les messages que je porte, je veux pas avoir le regret dans 10 ans de voir des études qui disent que finalement on avait poussé le curseur un peu trop haut sur les glucides et on se retrouve avec un maximum de problématiques de santé. Et ça, c'est exactement où je suis en ce moment, quoi. Et c'est des sujets qui font polémique, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que cette mode est revenue. Donc, on parle de ultra performance, mais on parle aussi d'ultra endurance, de problématiques de santé qui sont arrivées sur l'inverse, ceux qui consomment pas assez de glucides à l'effort, notamment les syndromes de déficience énergétique, les RED-S, qui est un autre extrême. Donc finalement, c'est un biais inversé, quoi. Mais en fait, c'est hors sujet au final. Voilà. Donc moi, je suis un peu perdu au milieu de tout ça. Mais Mathieu, ta chance là-dedans, c'est que bon, toi, tu cours pour toi. Bon, tu as des sponsors ou des accords, mais enfin, bon, je pense que tu n'as pas vraiment, tu n'es pas dépendant de ces accords. Tandis qu'en cyclisme, qui fonctionne par équipe, hein, où tu as 30 et plus coureurs dans une équipe avec un système qui est mis en place, comme tu dis, un suivi des médecins, des nutritionnistes, des firmes derrière, évidemment. Ce qui risque de se passer dans des sports d'équipe, c'est qu'on pousse tous ces moteurs à fond, ça performe, l'équipe est contente, on gagne des courses, on chope des points UCI, et j'ai l'impression, parce que j'observe tout ça, vu que j'y étais plongé à peu près jusqu'au cou, qu'il y a des carrières courtes. Il y a des gens très prometteurs qui commencent, qui sont très très bons en 20 ans, 22 ans. On met tout ça en place, puis tu les vois déjà s'étioler très très vite, quoi. Donc il y a deux choses. Tu dois réfléchir et donc t'observer, te tester, etc. Tu dois réfléchir pour la durée de ta carrière. Je pense que tu tiens à ce qu'elle dure, parce que ça fait partie aussi de la légende, hein, c'est la durée. Moi, je suis très impressionné par les carrières très longues. Il y a que les gens qui, 20 ans après, sont toujours au sommet. Et alors, la santé, ça viendra encore après. Donc, si tu veux, il y a deux niveaux. Tu peux foutre en l'air ta carrière en pourrissant tes intestins, et puis tu peux foutre en l'air ta santé postérieure à la carrière sportive. C'est quand même un double risque. C'est là où on est un petit peu dans le flou, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est souvent l'argument qui est évoqué sur la notion de limite, en fait, de mise en évidence des effets délétères, c'est-à-dire que on va avoir des protocoles à 120 grammes heure, et effectivement, on va avoir une amélioration des performances. Alors, on va pas revenir sur les filières énergétiques, sur le fait que l'oxydation des glucides à l'effort, c'est bien sûr un élément clé. Alors après, on peut parler aussi de l'oxydation des lipides et comment on optimise la filière lipidique. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions et malheureusement, là, on va pas forcément l'aborder parce qu'on va rester focus un petit peu sur ce sujet. Mais c'est toute la stratégie des low carb, des train low, des sleep low, de la périodisation nutritionnelle, voire du cétogène, où effectivement, l'idée, c'est de s'affranchir un petit peu de la contrainte d'apport glucidique à l'effort pour privilégier plutôt la filière lipidique. Mais
souvent, ce qui est indiqué, c'est ce que tu précises, Mathieu, c'est-à-dire que à dire oui, on va privilégier la filière lipidique, on va générer un REDS, un déficit calorique. Sauf que le sujet à ce niveau-là, c'est simplement, entre guillemets, que l'athlète n'est pas capable d'assurer ses apports énergétiques par le modèle qu'il choisit, mais c'est pas le modèle en lui-même qui est à remettre en question. Et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Georges, par rapport à la logique de santé, moi je dis toujours, un athlète n'est performant qu'à partir du moment où il est en bon état de santé. Donc on a des modèles alimentaires qui peuvent peut-être ne pas être à l'optimum de la performance si on regarde stricto sensu sur cet aspect, mais qui vont permettre de prendre soin, voire d'optimiser la santé de l'athlète, qui va être capable de répondre positivement à l'adaptation qu'on attend de lui à travers la multiplication des efforts musculaires, etc. Donc il y a vraiment la logique de je priorise la santé où je priorise la performance. Et ça, c'est un sujet hyper Le court terme versus le long terme, et c'est là aussi que je vais être acteur de mes propos pour que ceux qui font du sport et qui veulent pousser ces curseurs-là aussi soient au courant de est-ce que je choisis une carrière plutôt court terme ultra performance ou long termiste en santé, mais peut-être un peu moins performant sur des compétitions. Voilà, donc c'est toutes ces questions qui sont passionnantes en ce moment et qui me rongent le cerveau. Il faut faire attention parce que les gens sont fous, hein. Je me souviens très bien, je crois que c'est facile à reproduire, qu'on a fait des enquêtes pour savoir chez des très bons sportifs donc qui participent aux Jeux olympiques s'il existe une injection, etc., qui seront champions olympiques, à la rigueur médaillés, typiquement champions olympiques, mais qu'après ils ne vivront maximum 5 ans. Il y a une majorité qui signe, hein. Bon, les gens sont fous, quoi. Il faut Mathieu, lui, il a les pieds sur terre et il a la tête bien centrée au-dessus du reste, mais il faut faire très attention à ces dérives-là parce que, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec Anthony. Je suis un peu choqué parce que je vois quand même passer de temps en temps des profils sanguins de cyclistes de top niveau mondial. Je trouve qu'il y a un peu trop d'hémoglobine glycosylée pour des super sportifs comme ça, qu'il y a un peu trop de triglycérides. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je ne serais même pas en train de féliciter des patients, pas sportifs, mais disons actifs, qui sont très, très, qui se prennent parfaitement bien en charge de 45 ans, je leur dirais, ben, attendons, vous devez un peu vous calmer, stabiliser un peu votre consommation glucidique. Donc, est-ce qu'on peut trouver ça normal? Ben, il doit y avoir une limite fine, excès et le raisonnable, mais je crois que cette limite, de toute façon, elle va être individuelle. Oui, et c'est là où on arrive aussi sur la limite des publications, c'est-à-dire que j'en reviens un peu à ces cadres expérimentaux qui sont très restreints, et tu le disais, Mathieu, Ouais. par rapport aux cyclistes, Moi, etc. juste, je te coupe rapidement, Anthony, hein, les études, voilà, les cyclistes, les ergocycles, les marathoniens, 3, 4 heures, 6 heures. Moi, une diagonale des fous, pour moi, c'est 22 heures. Quand j'additionne mes glucides à 80 grammes par l'heure, à la fin, on parle en kilos. Moi, quand j'ai fait l'addition et que j'ai vu que j'avais consommé, je crois, quasiment 2 kilos de glucides, quand j'ai vu le mot kilogramme plutôt que gramme, je me suis dit, mais attends, mais c'est fou, c'est énorme. Donc ça, c'est clair qu'il y a aujourd'hui, essayer de faire des études sur des consommations de centaines de grammes de glucides sur un effort de plus de 20 heures. Attends, et puis moi, je finis en 22 heures. Il y en a qui finissent en 60 heures derrière. C'est ça, c'est cette extrapolation directe qui me dérange aussi. Ce qui se passe sur un vélo sur 6 heures d'effort, c'est pas ce qui se passe sur un ultra trail de plus de 20 heures. Je suis désolé. Donc, en tout cas, on sait pas, on peut pas l'extrapoler comme ça peut-être, mais aujourd'hui, excuse-moi, mais non, en fait, ça peut pas s'extrapoler, on sait pas. C'est flou. Et imagine que tu aies un protocole où effectivement sur 60 heures ou même sur 22 heures, etc., et qui te démontre l'intérêt sur la performance et qui a pas à remettre en question. C'est pour ça qu'en fait le design des études, la façon dont sont menées les études sont pas remises en question. Le fait que ça augmente la performance sur du court terme, etc., c'est pas remis en question. Et je pense que c'est pas
pas du tout le sujet. Mais même si sur des coureurs de l'UTMB ou de la Diag, etc., on avait un protocole qui était bien fait, en fait, ce protocole ne va absolument pas nous dire quel va être l'effet à long terme, non pas des 2 kilos ou des 3 kilos de glucides qui ont été consommés, mais de tout ce qui a dû être mis en place en termes d'adaptation alimentaire au quotidien, en amont, à l'entraînement, au repos, tu disais devant la télé, etc., qui peut induire à moyen, à long terme, et c'est ce que tu disais, Georges, sur les triglycérides qui vont augmenter, sur l'hémoglobine glyquée qui commence à s'élever un petit peu. On va parler de la partie intestinale avec la LBP. On sait que des apports glucidiques importants vont moduler aussi la qualité du microbiote intestinal. Le fructose, on parle beaucoup du fructose pendant les efforts. Maintenant, quid des apports alors, il y a la stéatose hépatique et le premier raccourci scientifique à ce niveau-là, il est de se dire oui, mais le fructose, il est métabolisé directement à l'effort, donc il n'est même pas question de stéatose hépatique. Effectivement, c'est le cas, mais encore une fois, quid des kilos qui auront été ingérés, non pas pendant l'effort, mais en amont, pour pouvoir permettre en fait, cette quantité. Et là, on est dans un flou. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de réponse. En tout cas, je pense tu auras des avis et de Georges et de moi, mais il n'y aura pas d'éléments chiffrés objectivés par la science parce qu'en fait, le design en fait de l'étude aujourd'hui n'est pas les études en fait, je vais reprendre pour être plus français, mais n'analysent pas ces aspects. Et la première critique, c'est de dire oui, mais vous savez pas du tout si ça induit des effets négatifs. Mais à l'inverse, on n'a aucune preuve que ce modèle n'induit pas justement d'éléments négatifs. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Donc ce qui est argumenté d'un côté peut être objecté aussi de l'autre. Donc en fait, la notion de l'insuline, elle est. Tu veux en parler un petit peu, Georges, peut-être, avant de parler oui, je vais. Ceci dit, l'observation de terrain attentive à la Mathieu Blanchard, parce que c'est ce qu'il fait hein, dans sa pratique pour autant que je sache, et c'est logique, pourrait quand même alerter. Alors, j'ai parlé volontairement de triglycérides HbA1c et d'insuline, parce que ces grands sportifs font des insulines excellentes, super basses. Et c'est l'occasion de préciser pour ceux que ça intéresse et qui se testent, quand on a ce niveau d'activité physique, pas spécialement le top niveau comme Mathieu, mais bon, tous les gens peut-être qui nous suivent, qui sont des pratiquants très des insulines trop basses, c'est bon, parce que vos médecins traitants, ils voient des insulines trop basses, ils pensent que c'est une résistance à l'insuline. En réalité, l'insuline très basse au pied de la montée vers la résistance à l'insuline est tout à fait bénéfique, favorable, bravo, alors que l'insuline très basse, qui est à l'autre extrémité hein, de la courbe en cloche quand l'insuline s'effondre parce que le pancréas a été épuisé, ça c'est catastrophique. Donc faites attention aux interprétations de taux bas en insuline, parce que j'ai régulièrement des patients qui me disent « Ah, mon médecin a dit que je suis un résistant à l'insuline. » Mais que c'est pour des âneries d'interprétation. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de suivre l'insuline chez ces grands sportifs-là, et je pense qu'il y en a pas mal ce soir. Mais l'HbA1c, si avec ces nouvelles habitudes, surtout au repos, la préparation intestinale, ces charges glucidiques, parce qu'en course, tout est cramé, donc ça va fonctionner. Mais si on commence à installer ça à l'entraînement, enfin dans les périodes d'entraînement, même dans les périodes de repos relatifs, et qu'on voit que l'hémoglobine glycosylée commence à grimper, moi je mets un flag jaune puis orange et je rappelle, enfin ou je signale, parce que bon, on l'a pas encore dit ce soir, que plus l'hémoglobine glycosylée est haute, plus le cerveau se caramélise et plus la mémoire diminue. Alors, on a cru que ce n'était vrai que dans des valeurs prédiabétiques et diabétiques. Ce n'est pas vrai, c'est un continuum. Donc, c'est vrai dans des valeurs beaucoup plus basses, beaucoup plus normales. Ça, c'est des 1. Et on a aussi dit que ça n'affectait que les sujets âgés. Ben, non, enfin,
Et puis de toute façon, l'idéal, ce qu'on espère, c'est qu'on deviendra quand même âgé. Donc attention, hein, HbA1c qui commence à dériver, c'est un signal qu'il y a quelque chose dans cette nouvelle mode qui va poser problème tôt ou tard. Et je rebondis sur ça parce qu'il y avait des questions, j'ai vu un petit peu dans le chat et surtout dans les questions en amont, de savoir quid de l'insuline à l'effort et de la prise de gel ou de bar ou de boisson. En général, on va pas avoir de sécrétion d'insuline, en tout cas de manière significative, parce que le corps, et notamment au niveau musculaire, va capter le glucose exogène que la personne va consommer, et donc on n'a pas besoin d'aller sécréter de l'insuline, et donc il n'y aura pas d'hypoglycémie réactionnelle. C'est un des éléments qui est souvent évoqué après une prise de gel notamment ou de bar. On dit oui, mais je vais faire une hypoglycémie réactionnelle juste derrière. Non, parce qu'en fait, le corps n'a pas du tout le temps de mettre en branle en fait le métabolisme qui va induire potentiellement un risque d'hyporéactionnel. Donc, pour être bien clair, je pense par rapport à tout le monde, ici on ne parle pas du tout de résistance à l'insuline induite par la prise à l'effort, mais vraiment par le modèle alimentaire pour pouvoir avoir ces quantités. Et cette nuance, elle est importante. Et je me répète aussi volontairement, on n'a pas de données dans un sens ou dans un autre. Donc de se poser la question légitimement, en fait, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un effet sur les caries? Et là, pour le coup, on le voit quand même aussi assez fréquemment. Est-ce qu'il n'y a pas un effet sur le microbiote, sur la perméabilité de l'intestin, sur une résistance à l'insuline qui peut s'installer progressivement? Parce que c'est vrai que le sportif, il est protégé, entre guillemets, par sa sensibilité à l'insuline, puisque de facto, et surtout pour des athlètes comme toi, Mathieu, où tu as un niveau de pratique qui est extrêmement important, on va avoir une très très bonne sensibilité à l'insuline. Mais quid, encore une fois, de l'effet post-carrière sportive ou post-charge comme ça importante. Donc là, en fait, ça va nous amener à la notion de personnalisation. Georges, tu veux peut-être rebondir sur les APO? Je ne sais pas si on commence à en parler. Un tout dernier point sur ce qui précède, qui me paraît intéressant, parce que moi je me bats contre ça dès pas le plus jeune âge, mais pour des adultes jeunes, c'est l'installation d'habitudes alimentaires. Moi je suis un adversaire acharné du goûter sucré. Bon, ici, ça n'a rien à voir avec la pratique sportive. Le goûter sucré, pour moi, c'est une aberration totale, parce que pour moi, 16h, 17h, c'est l'heure du crime. De nouveau, Mathieu, n'écoute pas ça, mais le problème, c'est qu'on me dit « Ah oui, mais moi, je suis actif, etc., j'ai 30 ans, j'ai de parfaits tests. » Mais le problème, c'est que si on crée de mauvaises habitudes, justement, avec tout précédemment, et notamment que Mathieu est en train de mettre en place, c'est pas si facile que ça de les enlever, hein. Les gens qui se rendent accros parce qu'ils ont 30 ans, ils sont jeunes, actifs, tout fonctionne parfaitement dans la machine humaine. Après, pour se sortir de ces habitudes-là, ou des petits déjeuners hyperglucidiques qui font exploser le jeûne en pic de glucose et d'insuline, c'est difficile, c'est addictif tout ça, hein. Le sucre est quand même addictif, on ne l'a pas encore dit, mais le sucre est, certains ont dit que c'était plus addictif que la cocaïne. Alors, installer ça, oui, mais est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas moi, des psychologues ou des nutri-psycho quelque chose pour ramener les gens dans les limites du raisonnable après, hein. C'est encore un souci à long terme. Alors, sur l'étude par rapport à la notion de la cocaïne, c'est vrai que ça avait été sur des modèles de souris et biaisé quand même par le fait qu'on les a affamés avant. Donc, voilà, je précise. Mais c'est parce qu'on en parle souvent. Mais il y a justement une question à ce niveau-là sur une résistance à l'insuline, Julien. Juste Anthony, avant d'y répondre, moi je vais vous quitter ici. Ouais. Okay. Je vous remercie tous les deux pour l'échange, c'est passionnant et on va continuer la discussion peut-être en privé ou dans d'autres webinaires comme ça parce que c'est vraiment un sujet chaud pour moi et qui me passionne. Je voulais juste rajouter un dernier élément plus de stratégie philosophique d'entraînement sur mes courses. En fait, ce qu'il faut se dire aussi aujourd'hui, c'est que quand on prépare une course, à la fois pour un athlète professionnel mais pour un amateur aussi, on y met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On
on s'entraîne pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois. On refuse parfois des restos en famille pour s'entraîner, pour se coucher tôt. Donc, c'est quand même beaucoup d'engagement. Et moi, aujourd'hui, je suis aussi dans cette notion de me dire, OK, bénéfice-risque. Tu me dis, la science, ça y est, la science, tout le monde est OK, il n'y a pas de problème de santé, on peut bouffer des bonbons dans le canapé, faire des gut training de l'espace et continuer à fond à l'effort. Tu me dis, c'est ça qu'il faut, 130 grammes, 100 grammes de glucides à l'heure. Par contre, tu vas risquer d'avoir des nausées à l'effort, des douleurs gastriques et une difficulté aussi à prendre les produits parce que voilà, il y a beaucoup de montées, il faut utiliser les bâtons. Ben, est-ce que c'est un risque que je veux prendre par rapport à tout le travail que j'ai fait en amont? Et si on me dit, ben, tu mets un tout petit peu en dessous, ce que dit aujourd'hui la science, on est entre voilà, 60 grammes, 80 grammes, 40 grammes pour certains efforts, mais tu n'as quasiment aucun risque si tu t'y es entraîné, ben, peut-être que je vais choisir cette stratégie-là, tu vois, pour finalement respecter tout le travail que j'ai fait en amont de ma course, plutôt que d'aller me saboter avec des problématiques de vomissement, de nausées, de diarrhée pendant la course qui pourraient me faire abandonner et tout gâcher, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel je veux aussi me positionner, c'est le bénéfice-risque qu'on peut avoir dans ces prises de glucides extrêmes sur les courses, quoi. Voilà. Bah, merci de ton retour à ça. Et tu vois, en rajoutant aussi la notion de la nature des glucides à consommer, parce qu'on est malgré tout sur des aliments ultra transformés pour la très grande majorité, des poudres de maltodextrine, de glucose, etc. Donc, on parle même pas d'aliments. Ici, on parle de produits énergétiques qui permettent d'avoir cette densité glucidique aussi forte, quoi. Donc, on n'aura pas répondu. En fait, tu vas partir avant qu'on réponde. Donc, désolé pour peut-être la frustration. De toute façon, on aura l'occasion d'en On se revoit bientôt. discuter. Ouais. Merci en tout cas beaucoup. Bon Merci à tous les deux. bon Merci. courage pour les Merci Mathieu. à venir. Merci. Allez, Bonne continuation. Merci. Merci tout le monde. Merci aux auditeurs. allez. Et peut-être pour conclure, Georges, avant qu'on bascule sur la notion de personnalisation, tu vois, et de peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent peut-être aussi du concret, il y a deux choses. Il y a les filières qu'on peut optimiser sur le quotidien. Et là, c'est la question de est-ce qu'on va vers un modèle plutôt hyperglucidique? Est-ce qu'on va vers un modèle low carb? Est-ce qu'on va vers un cétogène? Et on va en parler après, je pense, avec ces histoires d'ApoE. Est-ce que je fais de la périodisation nutritionnelle? Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, auxquelles finalement on répond pas là, mais qui est plus dans la maximisation des rendements des filières énergétiques. Après, il y a la notion d'adapter mécaniquement le système digestif à avoir des apports pendant l'effort. Donc là, effectivement, on a parlé de cette notion de gut training et de simplement avoir des séances où on va courir avec, entre guillemets, l'estomac plein pour ne pas être en permanence dans des efforts qui seront faits avec l'estomac vide pour simplement habituer l'organisme à avoir comme ça des apports glucidiques le jour de la course. On a des réponses conventionnelles sur ce qu'on va consommer une semaine avant, les 3 jours qui précèdent, avec des régimes d'épargne intestinale, etc. Tout ça, on ne l'évoque pas, mais c'est des choses qui existent. On a cet apport un peu consensuel de 40 à 80 grammes par heure pour les athlètes d'endurance, où on se rend compte que ça correspond quand même à une grande majorité des personnes. Et puis maintenant, la question effectivement des apports de 90, 100, 110, 120, où là, il y a une logique vraiment d'individu, il y a une logique de tolérance en fonction du type d'effort. Est-ce qu'il y a des foulées, est-ce qu'il y a une foulée, est-ce qu'il y a une onde de choc mécanique, est-ce que c'est un sport porté comme le vélo qu'on a évoqué. Il y a la notion des ratios glucides-fructose, et à ce niveau-là, glucose-fructose, je me permets une parenthèse parce que on a souvent ce ratio 2 pour 1 qui revient parce qu'on a eu effectivement quelques publications qui l'ont indiqué, c'est-à-dire 2 fois plus de glucose que de fructose. Or, il faut savoir que si ça, c'est un ratio qui peut être cohérent sur des apports à 60, 80 grammes par heure, 90, en fait, il y a une question de tolérance maximale de fructose à l'effort. C'est ce que j'indiquais par rapport à ces données qui datent un peu là des années 80-90. On voit souvent qu'au-delà de 30 grammes par heure de fructose, on a un risque digestif qui est quand même très important. Donc en fait, cette notion de ratio 2 pour 1, elle dépend énormément
de la quantité totale de glucides qui va être consommée au cours de l'effort. Sauf que les marques commerciales s'embarquent en fait dans ce discours de se dire j'ai un ratio 2 pour 1, sauf que ce ratio il peut être adapté ou inadapté en fonction du contexte en fait de prise. Et c'est là où on voit des nouvelles données avec un ratio de 1 fructose, 1 glucose sur 0,8 de fructose pour des efforts plus longs, puisqu'en fait ça répond plus entre guillemets à l'apport optimal théorique pour la simulation intestinale. Ça reste extrêmement variable et puis ça reste extrêmement dépendant de la quantité prise par heure, du nombre d'heures pendant l'effort et du type d'effort. Donc tout ça, ça nous amène à beaucoup de prudence, à beaucoup d'individualisation et de se dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des coureurs qui sont capables de faire du 120 grammes heure et en soi, c'est très bien pour une question de performance. Après, c'est ce qu'on a vu sur la notion du quotidien et c'est en rien extrapolable à monsieur, madame, tout le monde qui va effectivement faire même l'UTMB. Alors, monsieur, madame, tout le monde le fait peut-être pas, mais en tout cas, sur un Ironman ou un UTMB, etc., on n'est pas tous des Mathieu Blanchard ou des champions du monde. C'est-à-dire que faire attention aussi à cette duplication d'un modèle qui est très médiatisé à un athlète de bon niveau, mais qui n'est pas pour autant un athlète hors norme au sens du très très haut niveau. Donc voilà, je voulais introduire un peu. Voilà. Tu viens de citer Mathieu. Moi, je voulais, bon, il n'est plus là pour l'entendre, mais il s'en fout, à vrai dire. Mais quelle chance on a d'avoir comme ça des infos, des ressentis, des interrogations, des stratégies de quelqu'un de ce niveau-là. Tu vois, alors c'est très enthousiasmant de pouvoir accéder à ces sources-là, surtout que, bon, il ne se cache pas, il se livre, ce qui est quand même assez exceptionnel, je trouve. Et mais le danger, évidemment, c'est de se prendre, c'est que les gens se prennent pour des petits. Donc, il faut faire attention Aux extrapolations. Bon, je voulais dire ça quand même et le remercier. Mais l'idée de tester à l'entraînement et de préparer son système à tolérer de grandes quantités de glucides, si c'est ce qu'on va faire en compétition. Ça me choque pas parce que Ce sont des tests ciblés. Bon, on va tester ça dans des entraînements d'une certaine durée, d'une certaine intensité qui ressemble quand même un peu à la compétition parce que sinon, c'est pas vraiment un test. Moi, je rapproche ça de ce qu'on a toujours conseillé et là, je remonte, et on a toujours dit: «Beh, ne portez pas de nouvelles chaussures le jour de la compétition. Testez-les, habituez-vous à Exact. votre matériel». C'est le même principe, OK? Ça va, ça me va. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à influencer la vie de tous les jours et ce qu'on va manger en dehors de ces entraînements, Mmh. entre ces entraînements? Les jours où on s'entraîne peu, où c'est juste une espèce de, hein, de retour au calme ou voilà, de super, endurance de base, hem, voire dans les périodes de break, hein, dans les intersaisons et cetera. Jusqu'où est-ce qu'on va, déplacer ce délire de surcharge glucidique? Donc pour moi, si ça fonctionne bien pour un athlète donné, je dis bien si, que ça soit préparé à l'entraînement, bien entendu. Maintenant, je pense qu'il y a eu une mode inverse il y a peu où on testait l'inverse, c'est-à-dire où on testait hein, très peu de glucides, on est allé dans des excès. Maintenant, je pense qu'on va dans les excès qui sont situés exactement à l'autre extrême. Et pour savoir si on va droit dans le mur, dans un excès ou dans l'autre, la POE, Mmh. hein, par exemple, Ouais. mais pas que, Non. mais pas que. Alors écoute, laisse-moi rebondir puisque bon Attends, là, le attends, mot avant que tu non, rebondisses sur la ça, POE. parce que je sais que tu vas être bavard sur le sujet et que j'aurais aussi envie de rebondir. Il y avait une remarque, sur, alors j'ai perdu qui, mais sur la notion de formation des voilà, oui, les psilucelles sont formés au microbiote depuis 6 ans au moins, c'est David qui dit ça. En fait,
pour resituer là aussi en fait, le contexte, la question, c'est pas de savoir voilà, si on est formé ou pas au microbiote, mais plus de s'interroger sur l'impact d'un modèle alimentaire chronique qui vise à avoir ces apports glucidiques aussi importants sur l'équilibre intestinal de manière générale. Et en fait, ça, c'est une question qui est assez centrale. On s'interroge beaucoup en fait sur l'impact du sport de haut niveau sur le microbiote et inversement. Est-ce que le microbiote peut prédisposer à un certain type de performance? Et en fait, toujours quid de l'œuf ou de la poule? C'est-à-dire qu'on se rend compte que certains modèles alimentaires qui sont appliqués, notamment par des sportifs d'endurance avec beaucoup de glucides, bah, vont modifier le microbiote parce qu'on a un apport glucidique qui est important au détriment Toujours, des oui. lipides. Et inversement, effectivement, il peut exister une prédisposition d'un certain profil de microbiote qui peut peut-être prédisposer à des efforts en endurance ou des efforts en résistance. Et en fait, je rebondissais sur ça par rapport à deux études que j'ai en tête qui sont intéressantes. La première, c'était de montrer que sur des, des souris axéniques, c'est-à-dire à qui on a enlevé le microbiote, on voyait qu'on augmentait l'endurance musculaire des souris. Non, pardon, on diminuait l'endurance musculaire, autant pour moi. Et quand on remettait le microbiote, on augmentait l'endurance musculaire. Et ce qui a été constaté, c'est que les acides gras à chaîne courte qui étaient produits par le microbiote chez la souris, hein, c'est absolument pas validé chez l'homme, mais chez la souris, bah, contribuaient en fait en tant que substrat énergétique secondaire à préserver davantage le glycogène musculaire et donc l'endurance. On a d'autres données aussi sur notamment le marathon de Boston. On voyait que les coureurs qui terminaient avaient un profil bactérien particulier. Et des données toutes récentes nous montrent que, notamment chez les athlètes d'endurance, on a des bactéries ou des profils bactériens résistants aux conditions extrêmes, et notamment Veillonella atypica. Et ça pose question. Ça veut dire que finalement, des sportifs de très haut niveau auraient une sélection, alors conséquence ou cause, après c'est un autre sujet, mais à un profil bactérien capable de survivre à des conditions extrêmes énergétiques. Donc en fait, quand on parle de santé, tu vois, et d'homéostasie, on se dit est-ce que finalement d'évoluer vers un microbiote de situation extrême est forcément un reflet de bonne santé? Bon, c'était pour, euh, pour faire une transition avec les ApoE, mais je te laisse là. Tu veux parler des ApoE? Pour ajouter un mot sur le microbiote, bon, en général, quand même, la notion globale, pour simplifier, pour ne pas noyer les gens avec une espèce ou l'autre, la prévention de Maladies inflammatoires. dégénératives, chroniques, toutes les horreurs du monde moderne industriel, c'est quand même la diversité bactérienne. Mm. Hein. Et d'ailleurs, quand on fait des recherches sur des ethnies qui subsistent, ben, bon, en général, ils se distinguent par une beaucoup plus grande diversité bactérienne et d'ailleurs, ils ont souvent une plus grande variété d'aliments. Mm. Hein, mon obsession, c'est de dire aux gens: «Bon, prenez une feuille de papier, notez les différents aliments que vous prenez, même Savoir à combien d'aliments différents vous vous arrivez. arrivez et je pense que vous allez être déçus». Donc toutes ces notions-là, bon, quand on pousse les choses trop loin dans un sens, on risque de les perdre, hein. On risque d'avoir un microbiote qui n'est pas aussi diversifié. Le but n'est pas non plus, ici de vous pousser vers un microbiote qui vous permet de gagner un marathon, dont le vainqueur reçoit 100 000 $, hein, mais ceux qui ont cette chance de gagner ces marathons-là, ils ont peut-être des caractéristiques, Mm. exceptionnelles. Bon, ben, notre, Là-dessus. interlocuteur précédent, il a des caractéristiques exceptionnelles, donc c'est plutôt les exceptions que la règle. Mais justement, pour faire la transition, parce que moi je ramène, tu vois, je Oui, mais ramène le truc. on va y aller, t'inquiète pas. Je suis mais alors, puisqu'on y est, on n'a même plus besoin d'y aller, nous y sommes. Je suis dans une réflexion profonde, mais dont je n'ai absolument aucune, clé actuellement. Mais il me semble que je commence quand même à voir une tendance se dessiner, étant donné que ça fait maintenant 10 ans que j'utilise l'ApoE, ça fait,
me rends compte que les APOE2 sont quand même pas des extraterrestres, mais des gens très intéressants, un peu hors normes. Il y en a entre 5 et 10%, plutôt 6 ou 7. Mmh. Et figure-toi que entre les moments où on a fait un peu les discussions prises organisés aujourd'hui et le lancement du webinaire, je travaillais sur un dossier que voilà. Et ça, c'est une patiente qui mesure 1,60 m. Elle a 65 ans. Elle mesure 1,60 m et elle pèse 90 kilos. Mais c'est quelqu'un qui est venu me voir ici en personne, au fin fond du Luxembourg, de Paris, bon, à une expédition, elle était complètement perdue dans la campagne, etc. Donc qui est très, volontaire pour sa santé. Bon, on va pas se surprendre, elle est diabétique, hein, elle prend un antidiabétique oral, plus de la metformine, donc elle prend 2 antidiabétiques oraux et je le fais court, j'étais persuadé que le contraste entre sa volonté de bien manger, de bien faire, etc., et la catastrophe visuelle que j'ai eue quand elle est arrivée, très gentille femme, elle a apporté des cadeaux pour mes chats, pour Goliath, enfin un truc vraiment exceptionnel. Et c'est une vendeuse de légumes sur les, sur les marchés à Paris, qui s'est levée toute sa vie à 4 heures du matin. Et donc, très volontaire, je dis, ça, c'est un ApoE2. Et c'est un ApoE2. De Donc, j'avais une chance sur 18 homozy ou 17, c'est un ApoE2. Donc, homozygote ou pas? non, non, bah, écoute, les Il y en a homozygotes, pas beaucoup, ouais. bon, Ouais, ouais. c'est rarissime, Mmh, hein. mmh. Et donc, ce sont des gens qui, par ignorance de cette particularité, répondent à des logiques. Quand ils commencent à s'enrober un peu, quand ils sont jeunes, on leur dit: «Ah, tu deviens, hein, tu deviens gros, arrête de manger du gras. Mmh. Tu deviens gras, arrête de manger du gras». Et donc, ils mangent moins de gras, plus de glucides. Les ApoE2 Mmh. prennent du poids avec les glucides et perdent du poids avec les lipides, Mmh. à calories égales et raisonnables. C'était le modèle des Inuits dont Alors, parlait, justement, et là, je dois rebondir parce que c'est un faux modèle, mmh, étonnamment, mais bon, j'ai vu dans le chat, j'ai des followers je qui vois. sont au courant Mmh. parce qu'ils ont vu cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Les Inuits, donc, viennent, enfin, peuvent être intégrés dans toutes ces populations d'Amérique du Grand Nord, on va dire, hein, Groenland, Alaska, Sibérie, tout ça, c'est un peu la même, les mêmes origines ethniques. Et finalement, c'est le côté asiatique de la sortie de l'Afrique. Mmh. Et donc, quand tout ça est sorti d'Afrique, ben, ça a commencé notamment par l'Inde. Et ça fait très longtemps, ça fait 20 ans, parce que j'avais déjà remarqué ça à Londres, où il y a tellement de patients indiens, ou d'origine, on va dire, du subcontinent indien, hein, Pakistan, Bangladesh, Inde, Sri Lanka. Je ne voyais jamais d'ApoE2. Il y a très très peu d'ApoE2 dans cette partie de l'Asie et en Alaska, il n'y en a quasiment pas. Mmh. Donc chez les Inuits, il y a un demi pour cent d'ApoE2. Donc c'est quasiment inexistant. Et en réalité, ce qui les distingue, c'est pas l'ApoE, et ça va faire une bonne transition pour la suite, Mélanie. c'est qu'ils ont très peu d'amylase salivaire. Mmh, mmh. Et donc, ils sont obligés, comme nos ancêtres communs d'il y a 50 000 ans, c'est-à-dire d'avoir une diète qui n'est pas adaptée à un environnement riche en glucides. Bon, les Inuits, on va dire pas les Inuits actuels qui vivent dans les grandes villes et qui bouffent à l'occidental, bon ça c'est un cataclysme, hein, tout le monde le constate, les pauvres, mais on va dire ce qui se passait il y a quelques décennies ou il y a un siècle, c'est des gens qui se portaient bien, sans guère de maladies cardiovasculaires, avec des régimes hyper riches en lipides, mais ça correspond à l'environnement qu'ils ont toujours eu et donc sur tous ces milliers d'années,
Il y a une sélection qui se fait. Il y a peu d'amylase salivaire. Donc, ça, c'est le génotype AMY1A, Mmh. qui de plus en plus s'impose. C'est d'ailleurs à cause de ce génotype-là, parce que tant C'était la pause, je me dis, bon, bah, c'est banal. tout le monde sait, et ceux qui ne le savent pas vont bientôt le savoir, que les ApoE2, dès qu'on a un ApoE2, il n'y a pas besoin d'avoir ApoE2 du maire et de la paix, bref, Ouais. des deux parents. Mmh. Donc, on ne parle pas D'hétérozygote E2. de 3, qu'on appelle E2. Donc, ceux-là doivent manger beaucoup plus lipidique, forte tendance cétogène, parce qu'il n'y a que une petite fraction de la population, et c'est ceux-là qui sont performants en cétogène. C'est peut-être ceux-là qui sont performants en Ironman sur diète cétogène. Ouais, si tu me permets, Il faudrait des datas. Oui, vas-y, rebondis. tu me permets de rebondir sur ça. Et puis juste avant peut-être de restituer pour certains qui posent beaucoup de questions sur les ApoE. Alors c'est vrai que les profils APO, on va pas en parler en détail ici parce que ça demanderait du temps et le temps avance bien. Mais on est au niveau du profil, soit comme tu le disais, E2, homozygote, hétérozygote, E3 ou E4. Et historiquement, on a beaucoup parlé de l'ApoE4, notamment par rapport aux maladies d'Alzheimer et au fait que ce sont des personnes qui sont plus sujettes à des pathologies oxydatives et donc également au diabète de type 2, à l'insulinorésistance. Et donc, on se pose la question de se dire est-ce qu'on va pas Cardiovasculaire aussi. oxydatif en fait, tu vois, tout ce qui est stress. Ça a été montré aussi avec les orages cytokiniques pendant le Covid et notamment le fait que ils avaient des IL-6 qui montaient beaucoup plus justement sur des profils E4 que des profils E3 ou E2. Et c'est cette notion effectivement de se dire est-ce que en connaissant notre profil ApoE, on peut pas moduler notre recommandation d'apport plutôt lipidique ou plutôt glucidique. Et pour du coup rebondir sur ta question ta remarque par rapport aux Ironman, en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes les stratégies nutritionnelles dont on a parlé un petit peu de périodisation nutritionnelle, etc., elles visent à moduler les protéines découplantes, les UCP, au niveau des membranes mitochondriales. Et là aussi, pour pas perdre trop de monde, mais pour répondre peut-être à des gens qui ont une vision assez technique déjà de la chose, on voit que le niveau de couplage et donc de polarisation de la mitochondrie va jouer non seulement potentiellement sur la capacité à maintenir des efforts de longue durée, mais aussi à mieux oxyder ou mieux répondre à une alimentation lipidique versus glucidique. Donc, effectivement, on peut se dire, est-ce qu'un athlète qui est très bon sur du long et qui est E2, par exemple, il a intérêt à aller sur un modèle cétogène? Quand on regarde le fonctionnement mitochondrial, on se dit que c'est plutôt quelque chose de cohérent versus un ApoE Oui. qui, lui, va plutôt répondre à la logique glucidique. Et c'est là où les deux sujets sont très liés. C'est-à-dire qu'on voit des athlètes qui peuvent très bien répondre à un modèle hyperglucidique et qui seront probablement des E4 ou E3 E4, mais plutôt E4, et des athlètes qui vont être plutôt adaptés sur du low carb, voire du cétogène. Et en fait, si on inverse et qu'on met un modèle cétogène à un E4 et qu'on met un modèle hyperglucidique à E2, et ben effectivement, on va dire que c'est des modèles qui sont absolument pas adaptés et ça serait juste. Mais finalement, de là, on fait des extrapolations et des généralités pour critiquer un modèle par rapport à un autre. Et cette notion, elle est passionnante parce que elle nous amène aussi à l'humilité par rapport au fait que on a des idées, en fait, des orientations, mais qu'en fonction de effectivement, notre ApoE et d'autres profils, tu parlais de l'amylase et je t'ai coupé, pardon, tu vas rebondir sur ça, mais on peut avoir des discours qui sont quasi opposés, en fait, en termes de recommandations énergétiques, lipidiques versus glucidiques, quoi. Mais c'est là l'importance de la personnalisation. Alors bon, pour un peu enfoncer le clou, comment va-t-on mieux personnaliser qu'en fonction de l'ADN de la personne à qui on s'adresse? Tout à fait. Parce que, comme je dis toujours, si on fait 100 tests dans un gros bilan biologique fonctionnel et que dans ces 100 tests, il y a les 3 génotypes que j'appelle alimentaires,
parce qu'il y en a un troisième qui est le DIO2. IO2. Il faudra qu'on en parle très brièvement, Il y a le parce FIP2. que ça c'est facile, oui, mais ça, moi je vais proposer ça pour le final, pour juste achever ceux qui sont encore vivants à cette heure-là. Mais donc les 3 génotypes, Imaginons on teste ça, plus toutes les batterie batteries. habituelle de marqueurs métaboliques, d'hormones, d'antioxydants, d'acides gras, enfin bon, un bon bilan qui n'est même pas encore extrême avec 100 analyses. Il y en a 3 qu'on ne changera jamais, c'est les 3 génotypes. Et les 97 autres, à nous 2, parce qu'il y a des changements nutritionnels et des prescriptions, peut-être dans un sens ou dans l'autre, à nous 2, on peut, sur des défis, modifier les 97 autres à la hausse ou à la baisse. Les 3 génotypes, ils sont là, il faut faire avec. Tout à fait. C'est du belge, ça, il faut faire avec, non? Ouais, on le dit en français aussi très bien, tu sais. Oui, ça a été importé comme Brel et d'autres, oui. Bon, enfin bon. Et donc, justement, je commençais à dire, je me rends compte, et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai fait le livre, parce que là, Tu vas finir en fait, hein, E2 va dans le sens des lipides, E4 pas trop, bien que, évidemment, il faut quand même faire attention de ne pas manger trop peu de graisse, parce que ça va faire des cataclysmes, notamment au niveau des membranes, de l'absorption intestinale. Le cerveau, c'est quand même un organe très gras. Etc., etc. Et donc, les E4, c'est un peu de l'autre côté. Les E3, il y en a une grande majorité, c'est 3/4 de la population chez nous, parce que ce n'est pas vrai partout, ces chiffres-là, hein. Donc, les chiffres qu'on entend, c'est plutôt dans cette partie du monde, mais il y a des parties. Il y a beaucoup plus d'ApoE2, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a des ethnies qui sont bourrées d'ApoE2. Ce qui vient démentir le mythe comme quoi le génotype ApoE ancestral, c'est le 4. Bah, bon, rien ne le prouve, hein. Il y a Donc, quand on s'avance comme ça avec des des théories, théories, parce qu'on n'a évidemment pas suffisamment de données là-dessus. Mais donc, cette histoire ApoE, moi, ça me paraissait assez évident. Et comme je disais, celui qui ne le sait pas encore le saura bientôt. Et bien entendu, je donne que quelques années pour que tout le monde connaisse au moins son ApoE et peut-être quelques autres génotypes importants, notamment le génotype LCT alias MCM6 de la tolérance au lactose. Il y a plein d'intolérants au lactose qui ne le savent pas. Alors, parfois, on se rend compte qu'ils ne consomment que fort peu de lactose, mais il y en a plein qui ne le savent pas. Enfin bon, ça, on sort du sujet. Mais depuis que je découvre avec volupté l'AMY1A, qui est l'amylase salivaire, en m'inspirant de ce que j'ai compris chez les canidés, où là, c'est l'amylase pancréatique qui suit la même évolution, voilà. il réagit immédiatement. Il connaît évidemment, il sait à qui il appartient. Les loups ont très peu d'amylase salivaire, les chiens en ont infiniment plus. Et puis je me suis dit, mais quid des humains? Mais chez les humains, entre ceux qui ont le plus d'amylase et ceux qui ont le moins d'amylase salivaire, et ça s'exprime en nombre de copies, c'est un truc, bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Toujours est-il que le laboratoire va vous donner une indication sur l'abondance ou pas d'amylase chez le sujet testé. C'est un facteur 10. Donc chez les humains, il y a certains qui ont 10 fois plus d'amylase que d'autres. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement important pour tous ces conseils, y compris peut-être pour tenir compte des orientations dans les deux sens, parce que tu peux faire une orientation d'un sportif jeune qui se destine à des efforts de longue haleine et pour comme tu le suggérais, mais on n'a pas encore suffisamment de preuves, mais si aujourd'hui on me demande, c'est que je vais quand même évoquer ça. Je ne vais pas dire je suis certain de mon coup, mais je vais dire à quelqu'un qui a ApoE2, c'est peut-être intéressant de viser des épreuves de longue haleine. Mais un ApoE3 qui a très peu d'amylase, je vais peut-être dire la même chose. Tu vois? Donc l'amylase, on doit de plus en plus l'intégrer. Tu veux descendre?
Et donc, il faut regarder idéalement les 3 génotypes, mais il y a aussi dans l'autre sens, le fait d'adapter la diète des gens en fonction du type d'effort qu'ils veulent pratiquer. Mmh. Et peut-être dans les cas extrêmes, leur dire, bon, il y aura peut-être des limites, hein, à cause de vos gènes dans cette direction-là. Il faut peut-être adapter, surtout qu'on ne leur demande pas nécessairement de transformer un marathonien en coureur de 100 mètres, mais tirer plus vers le demi-fond ou vers le grand fond, ou vers le marathon, voire vers les ultras. Ouais, et puis Tout même ça, c'est fascinant. C'est trop tôt pour faire ça. exactement, Mais ouais. je crois que, Anthony, toi et moi, on a quand même vachement envie d'aller dans cette Bah direction-là. bah oui, et puis tu vois, si on rentre même dans plus le détail de l'endurance que je connais en particulier à ce niveau-là, c'est sur toutes les méthodes, encore une fois, de périodisation nutritionnelle et de réponse en fait à certaines stratégies. On voit qu'elles sont modulées par ce profil ApoE. Effectivement, quand tu regardes la littérature, il y a très peu de données. Ça reste entre guillemets assez empirique, mais quand tu regardes l'impact mitochondrial, c'est quelque chose qui est hyper cohérent. Et on parlait de l'amylase salivaire, tu vois, et cette discussion qu'on avait sur le côté assez paradoxal du nombre de copies d'amylase qui finalement Oui, allait on a parlé de ça, oui. influencer. Vas-y, je te laisse rebondir. Oui, c'est assez fascinant. Bon, évidemment, ça devient un peu plus technique encore, mais on peut quand même résumer ça très simplement. Bizarrement, ceux qui ont un génotype de l'amylase salivaire homozygote moderne, c'est-à-dire beaucoup d'amylase salivaire, adapté à la révolution néolithique et à l'invasion des glucides dans nos diètes modernes, on pourrait se dire, bon, ben, ils ont beaucoup de capacité de découper tous ces amidons, hein, puisque bon, l'amylase digère les amidons, elle ne digère pas le saccharose ou le galactose, Il gère les gros glucides complexes. hein, les chaînes de glucose qui sont ramifiées, et ça coupe tout ça en petits morceaux de 2 ou 3 unités, qui alors sont finalisés au niveau digestif par la bordure en brosse de l'intestin grêle. Et donc, c'est Bons et qui sont bien digérés, on va dire. ça fait exploser la glycémie. Ce sont des gens qui vont avoir plus de glucose, plus d'insuline et plus d'hémoglobine glycosylée, et c'est Bah l'inverse. non, ouais, c'est ça. Mmh. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la modernisation du système est beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on pourrait imaginer à première vue. Et la modernisation de toute cette faculté de digérer les glucides, ce qui montre quand même que l'humain est infiniment complexe, et toutes nos approximations, il faut rester très humble par rapport à ce qu'on avance, parce qu'on dira probablement le contraire dans peu de temps. Enfin, espérons que non, mais le risque existe. C'est que ce sont les amylases, donc les génotypes, surtout homozygotes ancestraux, qui ont peu de copies, qui ont un risque accru d'HbA1c plus élevé Résistance à l'insuline. Mmh. De glycémie plus élevée forcément. et d'obésité. Donc Mmh. les amylases ancestraux sur des régimes riches en glucides, ça c'est publié, ont 8 fois plus de risque de devenir obèse. Mmh. Et évidemment, ma patiente, 90 kilos pour 1,60 m, évidemment, c'est une amylase ancestrale. Mmh. Mmh. Donc, cette femme ne devait jamais manger de glucides. On lui a probablement toujours dit l'inverse, puisqu'elle prenait du poids, hein, la pauvre. Et donc, tout ça, c'est tout à fait fascinant, et c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je me suis commis, hein, ce livre, pour un peu quand même aller plus dans le détail. Le rappel est bien. Mais, oula, ça c'est pub gratuite, Ouais, ça. exactement. Mais donc de nouveau, chez un sportif qui veut performer, ça me paraît intéressant pour choisir ses épreuves, pour Ne pas partir complètement dans la mauvaise mauvaise direction. direction. Parce que j'ai eu une expérience avec il se fait que quand je rédigeais le livre avec
avec Julie Lioré, ma co-autrice, que j'aime bien quand même de mentionner. Son nom est tout à fait à côté du mien sur la couverture. J'ai commencé à me... les hypercétogènes que j'ai audacieusement surnommés des sectogènes, parce qu'eux prétendaient qu'il fallait absolument une diète cétogène pour tout le monde, que les humains avaient toujours mangé cétogène, qu'en Afrique, tout le monde mangeait cétogène, que les sportifs initiaux en Grèce antique mangeaient cétogène. Enfin bon, enfin, c'est tout à fait hors sol, c'est même pas vrai. Et donc, j'ai commencé à me rebeller contre ça. Et on a cru que j'étais anti-cétogène. Je ne suis pas anti-cétogène, je suis pour mettre les cétogènes, enfin, Une bonne les endroit. diètes cétogènes à ceux qui ont besoin de ça, Mmh. mais il y a aussi les autres dont on ne parle pas quand on fait de la promotion et du marketing, tu vois. Mais ça, c'est au départ, c'était beaucoup ApoE. Quand on a, alors je vais me servir de ça comme exemple. L'immense Je retournerai majorité de après. tous ceux qui les écoutent sont ApoE3, E3, Mmh. ok, hein, moi je suis E3, E3, bon. Euh, le problème, c'est de savoir ce qui se passe avec l'amylase, on vient d'en parler. Et alors le troisième larron, Je fais qui est 2. le DIO2, Ah, le DIO2, qui est, pardon, ouais, absolument. le DIO2, qui est évidemment un génotype spécifique thyroïde et qui intervient dans les traitements thyroïdiens, mais ça c'est tout à fait hors sujet pour ce soir. Mmh. Mais le DIO2 homozygote ancestral, il faut manger comme ces gens-là mangeaient à l'époque. Nos ancêtres, il y a 25-50 000 ans, donc on est dans le paléolithique, mangeaient très lipidique, plutôt carnivore, peu d'accès aux glucides. Ils n'étaient pas d'une mauvaise conversion de leurs hormones thyroïdiennes T4, leur pro-hormone T4 en hormone active T3. Donc, ceux qui ont ce génotype ancestral, c'est une personne sur 7 ou 8, hein, c'est très minoritaire, mais si c'est le cas, et que vous pour ne pas dire autre chose, vous allez avoir besoin de plus d'hormones thyroïdiennes actives T3 pour gérer ces glucides. Et vous n'êtes pas capable de les faire. Alors évidemment, on peut vous en prescrire, etc., ou vous en prenez déjà, mais alors on en a toujours trop peu, ou alors on en prend et c'est trop, on n'est jamais bien équilibré. Quand je me suis rendu compte de ça sur base d'études de paléogénomique que j'ai découvertes en 2022, que j'ai donc intégré ce DIO2 dans les génotypes dits alimentaires, en plus d'être intéressant pour la gestion de la thyroïde, eh bien, j'ai eu de très bons résultats cliniques. Donc, des gens qui sont DIO2 ancestraux, homozygotes ancestraux, j'ai dit, écoutez, on va diminuer les glucides, vous allez vous sentir mieux sur le plan thyroïdien, parce qu'on ne peut pas toujours ajuster des traitements, même s'ils sont sous traitement. Mmh. Et tu vois, en fait, je pensais à ce que tu disais par rapport au nombre de copies d'amylase et le fait que finalement, ça les protège plus sur les complications liées au métabolisme de l'insuline. Notamment sur les ApoE2, on voit aussi que sur la désaturation et l'élongation des oméga-3, des acides gras à longue chaîne, en fait, on se rend compte qu'ils avaient un niveau de désaturation qui était plus élevé. Et on disait, mais finalement, c'est pas très cohérent, puisqu'en fait, il y avait des apports qui étaient déjà plus élevés. Et en fait, si c'était plus cohérent, ils dévient leur métabolisme lipidique, notamment au niveau de certaines désaturations, pour mieux intégrer les oméga-3 dans les filières énergétiques. Et on voit qu'effectivement, ce qui peut paraître de prime abord étonnant au niveau génétique a un sens évolutionniste à partir du moment où on le regarde dans la globalité, dans le système, et pas de manière isolée. Donc, je voulais juste un petit peu Oui, compléter. ben, moi, c'est un peu le même thème, hein. Moi, quand j'ai compris que finalement la modernisation du génotype de l'amylase salivaire intégrait tous les aspects pancréatiques, Mmh. et donc ça, c'est la totale de la digestion, hein. On voit l'aliment, on sent l'aliment, on goûte l'aliment. Il y a déjà toute une cascade, hein, de connexions nerveuses et hormonales qui déclenche
une meilleure préparation du pancréas et l'insuline est là, prête pour bien gérer et ne pas laisser la glycémie Et exploser. comme on voit que, tu vois, sur l'amylase salivaire, on se posait la question de savoir pourquoi le polymorphisme touchait plutôt l'amylase salivaire, parce qu'en fait, c'est elle qui va guider également le niveau de production d'amylase au niveau pancréatique, etc. Bah, c'est un peu le chef d'orchestre de toute la suite enzymatique, et Ouais. c'est là où on voit que tout est hyper logique à ce niveau. Et quand on a étudié les noyaux subsistants de chasseurs-cueilleurs et que notamment on a comparé certaines ethnies du Grand Nord avec, par exemple, en Tanzanie, les Hadza qui sont assez portés sur les glucides, bien qu'il y a quand même de la chasse, hein, mais bon, les hommes sont un peu paresseux, c'est les femmes qui vont chercher les tubercules et les hommes, de temps en temps, ils se mettent à chasser. Donc, c'est pas qu'ils soient en hyperglucidique, mais il y a quand même beaucoup de glucides dans leur diète. Mais ils ont beaucoup Mm. plus que les ethnies du Grand Nord. Et ça c'est très intéressant à comprendre, sur les 12 derniers millénaires, en moyenne, les humains ont 3 copies d'amylase salivaire en plus qu'il y a 12 000 ans. Mm. Donc tout ça, ce sont des évolutions rapides parce que l'évolution du loup au chien s'est faite en 35 000 ans. Donc tout ça, ça change. Dire que nous sommes des êtres paléolithiques, ben non, nous sommes des êtres néolithiques, mais nous ne le sommes pas tous. Certains ont des versions modernes, d'autres pas. Et je crois que c'est important de Oui, bah, tout à fait. le savoir. Ce que tu dis sur les amylases par rapport au néolithique et à l'instauration de la culture, on a vu que le polymorphisme, il a surtout été marqué à ce moment-là. Et peut-être parce qu'on s'était donné 1h30 et tu vois, il est déjà 1h. Oui, on est à 40 déjà. On va. Bah, écoute, moi Ouais. j'ai un truc encore sur ce thème-là qu'on n'a pas abordé. J'ai très brièvement évoqué le lactose. Tout le monde connaît cette histoire d'intolérance au lactose. Quand on est intolérant à lactose et qu'on s'entête à boire des grands verres de lait, on a mal au ventre. OK? Bon, en résumé, hein, heu, tous les symptômes sont possibles, je ne vais pas les citer. Eh bien, quand on a peu d'amylase et qu'on s'entête à manger beaucoup d'amidon, vu que ces amidons ne sont digérés qu'en partie, et faut-il encore bien mâcher, c'est l'occasion de le rappeler, eh bien, ces amidons non digérés vont faire exactement ce que du lactose en excès fait chez les intolérants au lactose. Ils vont systématiquement créer une dysbiose intestinale Mm. de fermentation. Donc, si vous voulez une dysbiose intestinale de fermentation et que vous avez peu d'amylase, eh bien, mangez beaucoup d'amidon, vous allez la provoquer. L'inverse étant vrai. Donc, chez ces sportifs, C'est ça, c'est le sujet. Ouais. Mm. est-ce qu'on réalise le risque de développer des dysbioses intestinales d'abord à cause de cette surcharge glucidique en soi, hein, qui déborde peut-être des capacités et qui va nourrir une dysbiose de fermentation. Si en plus on a affaire à quelqu'un qui a peu d'amylase, ça va s'aggraver parce qu'on va envoyer des tonnes d'amidon non digérés dans un microbiote qui va être en folie. Et un microbiote en folie, on lui donne le carburant, mais la multiplication a besoin du carburant, mais va aussi faire appel aux facteurs de croissance. Donc, chez ces gens-là, on voit beaucoup de déficits en micronutriments essentiels pour la croissance microbienne: sélénium, zinc, iode, fer. Mm. Ah oui, Et parce qu'il faut faire marcher la machine. Et puis alors, se rappeler ce que tu disais tout à l'heure, c'est le truc perfusion, reperfusion, donc Mimi, ischémie, reperfusion, et la reperfusion est encore plus agressive que la phase ischémique et donc on connaît bien ce modèle-là, on en a parlé. Encore 2 facteurs qui peuvent aggraver et qui doivent rendre ces sportifs les beaucoup plus FUT, prudents. FUT2 C'est peut-être. ce dernier génotype qu'on peut évoquer qui est le génotype, FUT2, donc ce sont les sécréteurs ou non sécréteurs de fucosyl lactose 2. Mm. Heu, Ils ont, besoin de 2 copies défaillantes et du père et de la mère. S'ils ont une bonne copie, ils sont sauvés. C'est un peu comme pour le lactose, une bonne copie, on est tiré d'affaire. Mais il y a quand même 18 à 20 de la population qui n'a pas cette capacité de sur l'écosystème intestinal, attirer les bonnes bactéries, les bifidobactéries, etc., avec le fucose.
je crois que ça vaut la peine aussi d'aller vérifier ça quand on veut se donner les moyens de faire son sport, à fond et qu'on a peur d'avoir des problèmes intestinaux. Ouais. Je trouve ça un génotype que Mathieu pourrait f bon génotype, mais bon, Ça, c'est une une autre question. question. Et donc cette histoire FUT2 très important et on peut, prendre du fucosyl-lactose qui n'est jamais que l'oligosaccharide majeur du lait maternel, hein, c'est pas un truc chimique, hein, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui est évidemment fabriqué en laboratoire. On ne fonctionne pas. C'est ce que je veux dire, on ne fait pas ça. Mais On peut quand même corriger en partie, c'est pas aussi bien que le vrai, mais ça fonctionne bien cliniquement. Et puis alors le dernier point qui peut être testé aussi, c'est un simple dosage sérique des immunoglobulines A. Les IGA. par c'est écrit dans les selles. IgA, I majuscule, petit g, grand A majuscule. Parce que si on en a peu, ou prou, non, pas prou, ça c'est un gag. Mes gens me comprendront. Peu ou pas, il y a très peu de gens qui n'en ont pas, il y a assez bien. Enfin, Quand je dis assez bien, 10-20% de la population. Et donc, ceux qui n'ont ni fucose, ni suffisamment d'immunoglobuline A, d'IgA, ceux-là doivent faire vachement attention avec leurs intestins, hein, parce que ce sont de futurs. Les immunoglobulines A tapissent la muqueuse et empêchent D'aller se coller à la surface et de se multiplier. Donc, dysbiose. Ce sont tous des facteurs de dysbiose et d'auto-immunité. Pas de FUT2, peu d'IgA, auto-immunité. Augmentation du risque, ouais, en tout cas. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Et c'est Mais bon, ça devient un peu trop médical, mais bon, c'était l'occasion quand même d'alerter. Mais tu fais très bien parce que ça permet de remettre en perspective un petit peu toute cette logique de rendre le conseil universel, en fait. C'est-à-dire que on voit que sur un polymorphisme avec l'amylase, qui va plus déterminer effectivement, là je simplifie pour peut-être ceux qui nous auront un peu perdus en chemin à ce niveau-là, mais qui va déterminer la capacité à digérer effectivement l'amidon et donc une alimentation qui va être hyperglucidique. Forcément, elle va être associée en général à beaucoup d'amidon à ce niveau-là. On a la notion d'ApoE avec une orientation plutôt lipidique ou plutôt glucidique, et notamment sur le fonctionnement mitochondrial. Effectivement, FUT2 qui va intervenir sur l'intégrité de l'écosystème intestinal chez des sportifs qui, de facto, se retrouvent avec des états d'hyperperméabilité intestinale qui sont pas forcément problématiques. C'est-à-dire qu'on voit, hein, tu parlais de LBP tout à l'heure, on voit des taux de LBP qui vont augmenter au cours de quand on mesure les LPS ou la LBP en post-effort, et notamment on parlait de l'UTMB tout à l'heure avec Mathieu sur la Western States, donc pareil 160 km. On voit qu'on a un niveau de LBP de LPS qui est quasiment dose dépendant par rapport à la durée de l'effort. C'est-à-dire que plus l'effort est important, plus la perméabilité est, mais elle n'est pas forcément associée à une augmentation du risque de troubles digestifs. Donc, c'est juste se dire que le sportif est à risque, entre guillemets, de perméabilité intestinale induite de facto par la pratique. Tout à fait. Et ce à quoi Tout à fait. va se cumuler d'autres facteurs, comme tu disais, au niveau génétique avec FUT2, peut-être une prise de médicaments, peut-être un défaut de mastication, un excès de glucides, des émulsifiants. On n'a pas parlé justement. C'est pour ça que j'ai glissé un petit peu la notion d'aliments ultra transformés tout à l'heure quand Mathieu donnait son témoignage un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que on commence à identifier de plus en plus l'impact des émulsifiants. Alors, ça ne concerne pas les produits énergétiques, mais c'est juste un exemple pour montrer que ces émulsifiants, comme le polysorbate, la méthylcellulose, etc., vont augmenter la perméabilité de l'intestin. Et donc, des sportifs qui ne vont pas forcément être dans une logique d'alimentation de qualité, mais plus dans une recherche d'apport hyperglucidique, et notamment par des produits ultra transformés, s'exposent aussi potentiellement à un risque de perméabilité qui est plus important. Et c'est le cumul en fait de tous ces facteurs qui peuvent induire en fait des états d'inflammation de bas grade ou de dysbiose intestinale et toutes les conséquences à moyen et à long terme. On parlait de la résistance à l'insuline, effectivement. Le sportif est protégé entre guillemets par le mouvement musculaire, mais la dysbiose intestinale augmente le risque de résistance à l'insuline. Donc
Voilà, encore un cercle vicieux. Exactement, il y a du mieux d'un côté, mais il y a aussi du moins bon de l'autre. Donc, je pense qu'on peut vraiment légitimement se poser la question de la pertinence à aller à l'aveugle en fait sur ces modèles. Ah oui. Bon, ça me paraît aberrant. Ma conclusion serait, parce que j'imagine qu'on arrive À la fin. dans les extra times, les prolongements de, J'ai même plus de lumière, moi. donnés par Ma l'arbitre. lumière, elle marche pas. Euh, Je suis dans le noir. mais voilà, c'est bien la preuve. Non. Mais Donner des conseils, etc. sur base de généralité, sans personnalisation, bon, franchement, en tant que professionnel de la santé, ça me paraît très risqué. Moi, il n'en est pas question. En tant que directeur d'un groupe, d'une équipe, d'un team, etc., qui doit garder ses sponsors, performer, etc., la perspective est différente. Mais quand on est assis devant une sportive ou un sportif, on a la responsabilité de donner de bons conseils et sans un minimum de personnalisation, comment peut-on donner des conseils? Ça me paraît, heu, non, je me refuse à faire ça. Alors c'est vrai que les génotypes, ça a un coût, on n'en a pas parlé, mais ça Dans le chat. Dans le chat. environ 60 € le génotype. Mmh. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on le fait une fois dans sa vie, OK? Bon, 60 €, c'est pas rien. Mmh. Si on fait Ça s'approche de 200 € une fois dans sa vie, OK? Mmh. Donc pourquoi pas? Alors, ça peut se faire en salivaire, ça peut être prescrit par des non-médecins maintenant. Évidemment pas en France, typiquement en Belgique, mais bon, hein, la médecine fonctionnelle, c'est en Belgique, c'est pas en France. Enfin, ça y vient, mais ça a un peu du mal et De toute façon, cette histoire de légalisation ou pas, ou de légalité ou pas de tester des génotypes. Écoutez, c'est des combats d'arrière-garde. Mmh. D'ici très peu de temps, tout le monde connaîtra ces génotypes parce que c'est comme si vous disiez que vos empreintes digitales, ben, il faut, je sais pas, être pris de justice pour pouvoir les mettre sur un buvard avec de l'encre bleue. Non, ou violette, non, connaissez vos génotypes et puis avec ça, vous ferez moins d'erreurs. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça, au départ, que j'avais conçu le livre pour dire aux gens, je n'ai pas fini ce concept-là tout à l'heure, mais c'est typique de moi, ça je commence, puis je ne finis pas mes idées. Bon voilà, j'ai un problème certainement, hein, je viendrai te voir. C'est dommage que les gens s'embarquent parfois dans des lunes de miel qui durent des mois, parfois des années, et puis se rendent compte qu'ils ont pris une tendance soit trop glucidique, trop végétarienne, pour ne pas dire végane, mais bon, ça c'est encore autre chose, soit trop cétogène et puis que ça ne leur convient pas du tout. Mais avec les génotypes, si on comprend un peu la technique, on se rend bien compte que ça va dans le mur. Mmh. Et ce sont ces gens-là qui repartent dans l'autre sens. On les voit d'ailleurs, hein, ils se croisent. Ils, se- ils vont d'un cabinet à l'autre, ils se croisent. Non, je crois qu'il faut que les gens qui donnent des conseils alimentaires, mais les donnent en fonction des gens à qui ils s'adressent et pas toujours le même conseil à tout le monde. Mmh. Et tu vois, avant que je finisse complètement dans le noir, parce que là, je crois que, il y a que mon écran qui me qui me fait Fabien de la Gag, lumière. Fabien Gag. Mais tu vois, pour, revenir un peu sur, en conclusion sur le sportif, en fait, un sportif qui va aller vers un modèle, entre guillemets «hyperglucidique», qui va présenter des troubles digestifs chroniques à l'effort, mais, également au repos, des troubles extradigestifs, notamment d'ordre inflammatoire. On en parlait avec cette notion d'inflammation de bas grade. Tu parlais d'auto-immunité avec les IgA, en tout cas de dysimmunité, de susceptibilité infectieuse, d'infection à répétition, en particulier effectivement sur la sphère ORL ou pas d'ailleurs, mais Oui, il y a ça aussi, voilà. oui. En fait, d'avoir ce tableau général de quelqu'un qui présente toute une série de troubles fonctionnels, et qui doivent nous alerter pour nous dire: «Bah, peut-être qu'on n'est pas sur un modèle, adapté à cet individu». Oui, Donc c'est des signaux d'alerte. voilà, exact, et donc l'anamnèse plus la génétique, bah, c'est l'idéal pour avoir je veux dire un protocole ultra personnalisé, mais je pense que justement le regard du professionnel pour ça est hyper important, pardon, parce que c'est, en fait, c'est ce qui va permettre de moduler peut-être des recommandations de base, quoi. Qu'est-ce que tu en penses si on arrête là? Parce que moi je finis dans le noir Ben, complet. moi, j'ai l'impression, Anthony, je vais être franc avec toi,
Je suis très content de ce 1er travail ensemble, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais ici, sur la fin, j'ai eu l'impression que tu t'éteignais un petit peu. Sans jeu de mots, d'accord. Bah, je pense que dans 5 minutes, je suis complètement éteint, donc toi, tu as plus de Non, temps. c'est la bonne heure, hein, ça fait quand même, un bout de Non, temps mais en qu'on fait, je fait sais ça. pas ce qui s'est passé, mon plafonnier a grillé, donc en fait, j'ai plus de lumière, donc ça arrive, mais j'ai rien dit, mais voilà, là, tu vois que je suis dans le noir. En tout cas, avec grand plaisir pour faire une seconde édition, si ça t'intéresse et on pourra peut-être rentrer un peu plus dans la génomique, tu vois, en dehors Bien du sûr, sportif. En tout cas, avec plaisir. je suis très, très content qu'on ait enfin pu faire un temps, ensemble, comme ça, voilà, on a plein, plein de choses à dire, en fait, au final, donc Oui, oui. Mais merci pour l'invitation et puis alors, la cerise sur le gâteau, ça a quand même été Mathieu, hein. Ah ouais, alors tu vois, tu finis tu parles de cette expression. Je dis toujours que la nutrition sportive, c'est la cerise sur le gâteau et c'est pas le gâteau sous la cerise. C'est-à-dire qu'en fait, les sportifs ont tendance à aller chercher, la cerise sur le gâteau, le détail, le petit truc miracle qui va faire Oui, oui. que ça améliore les performances et vont en oublier les fondamentaux, Oui. dont l'alimentation de base, de santé. Donc moi, je conclurais sur ça par, Oui, oui, je suis 1000% d'accord avec ça. mmh, bon, merci beaucoup. Merci à Goliath qui est toujours là, du coup. Mais il fait sa petite, préparation à la promenade. C'est l'heure de la promenade maintenant. Bon, allez, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Je vois que vous êtes 135 encore avec nous, donc merci beaucoup. On est désolé, on n'a pas répondu à beaucoup, beaucoup de questions, mais Oui. le temps a quand même bien avancé. Bonne soirée et puis, à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Salut Georges. Mmh. Bye.